Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne. Dernière parution. Kofi Matin-Yao, Famille et parentalité en Afrique à l'heure des mutations sociétales, 2014. Titus Mwamba Kalemba, La qualité de l'éducation dans les écoles secondaires et centres professionnels salésiens de Lubumbashi. Résultat d'une enquête, 2014. Théophile Zognou, Protection de l'environnement marin et côtier dans la région du Golfe de Guinée, 2014. Lambert Mossoa, Où en est l'urbanisation en Centrafrique, 2014. Marc-Laurent Azoumé, Réinventer l'université. Approche de solutions pour l'emploi des jeunes au Bénin, 2014. Hijin Dida Samboulou, Le droit des sûretés dans l'espace OADA, 2014. Bernard Gustave Tabezipememagu, La lutte d'un pouvoir dictatorial contre le courant de la démocratisation au Congo-Kinshasa, 2014. Hijin Dida Samboulou, Le droit du développement et de l'intégration économique dans l'espace OADA, 2014. Hijin Dida Samboulou, Le droit des sûretés dans l'espace OADA, 2014. Ralid Tinasti, Le Gabon entre démocratie et régime autoritaire, 2014. Komlan Natsu Lukagbo-Bli, Et demain l'agriculture togolaise, 2014. Vincent Mbavu Muhindo, De l'AFDL au M23 en République démocratique du Congo, 2014. Seigne Goura Yorbana, Les investissements directs chinois en Afrique. La China National Petroleum Corporation International Chad, CNPCIC, 2014. Léon Kungu, Boko Haram. Le Cameroun à l'épreuve des menaces, 2014. Daniel Slarange, De l'écriture africaine à la présence afropéenne, 2014. DJARANGARJ Taïssa, Dictionnaire pratique du français du Tchad, 2014. Roger Kaff Ofoku, Médias et civilisation, 2014. Togba Zogbelmou, Droit des organisations d'intégration économique en Afrique, 2014. Gaston Samba, Le Congo-Brazzaville, Climat et environnement, 2014. Du même auteur. L'avenir de la Guinée entre les mains des Guinéens, INP, Conakry 1990. L'Université, une tribune, Editions Babylone, Paris-France 1993. Colonialisme et sous-développement en Afrique, Editions La Cigogne, Lyon-France 1994. La culture et la vie, Editions Tolga, Paris-France 1994. De Gaulle et la communauté franco-africaine, Editions Tolga, Paris 1994. Vers l'Union africaine, Editions Romarung, Conakry 1995. Le contrat de la démocratie, Editions Priminfort, Conakry 1998. L'apartheid, des origines à nos jours, Brazzaville, REP du Congo 1987. L'Afrique et l'Asie dans les Premières et Secondes Guerres mondiales, INP Conakry 1984. L'épée trahie. Récit, INP Conakry 1984. Sékou Touré et l'Afrique, Editions La Colombe Conakry 1995. Face à la presse, inédit. L'Afrique, illusion et réalité, inédit. Combattre pour le présent et l'avenir, L'Harmattan 2009. Guinée, transition militaire et élection présidentielle 2010 ou l'indépendance piégée, apparaître. Dédicace. Cet essai est dédié à ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et la liberté en Afrique, et qui, malgré ce sacrifice ultime, sont restés dans l'anonymat et ne sont pas cités parmi les héros. Introduction. L'intrusion coloniale a engendré la traite négrière, puis, pour perpétuer l'esclavage et la domination, le colonisateur a inventé le racisme. L'évolution des affaires du monde ayant imposé la libération des peuples colonisés, ceux qui ont des intérêts en Afrique du Sud ont trouvé une forme spéciale de gouvernement pour assurer le maintien définitif des Blancs qui font leur tête de pont sur cette terre trop riche pour être laissée aux autochtones seuls. L'Afrique du Sud vit ainsi sous ce régime politique et économique singulier,
caractérisée par un colonialisme d'un genre spécial parce qu'assortie d'un racisme odieux et officiel. La ségrégation raciale, érigée là-bas en politique d'État, opprime impunément des millions de Noirs, Métis et Indiens de ce pays, au vu et au su de tout le monde. Après avoir exterminé les tout premiers occupants de la place, Hottentots et Bushmen, les oppresseurs blancs ont dit et prétendent encore que ce sont eux qui, en réalité, sont les vrais premiers habitants de ces lieux laissés vierges par la Providence jusqu'à leur arrivée au XVIIe siècle. Ils se basent sur ces mensonges évidents pour confisquer les pouvoirs et les exercent sans partage, avec une brutalité sans mesure, depuis avril 1652. Au milieu du XVIIe siècle, les aventures coloniales conduisirent les Hollandais de basse classe en ces endroits, en fait plus de 12 siècles après les Noirs africains. Cette vérité est bien connue, mais en vain. Partout et à propos de tout, c'est l'oppression, engendrée par l'égoïsme, qui fait la loi suprême. Le choix de la minorité blanche est dicté par les seules raisons de développement du capitalisme des monopoles, surtout étrangers. Pour cela, les hommes au pouvoir en Afrique du Sud bénéficient d'un soutien chaque jour plus ferme de la part des milieux internationaux de l'argent et des affaires, lesquels milieux leur fournissent armes, munitions et appuis politico-diplomatiques. Là-bas, cette politique singulière porte le nom de développement séparé, ou pour reprendre le mot de Connie Mulder dans une déclaration du 15 septembre 1976, celui de démocratie pluraliste. Mais hors d'Afrique du Sud, et depuis 1947, on la désigne par le mot apartheid, terme afrikaans qui signifie mise à part ou séparation. À la lettre, le mot ne traduit pas le type particulier de ségrégation qui sévit en Afrique du Sud. Il exprime plutôt la manifestation au plus haut point de l'iniquité, de la violence et de l'égoïsme, le tout entretenu par les raisons d'une exploitation cruelle exercée par les Blancs sur les autres communautés. Pour dissimuler le fond du problème, les promoteurs et continuateurs du système passent toujours d'un mot à un autre, d'une expression à une autre pour trouver le vrai nom du régime. C'est dans ce cadre que M. Peter Botha, actuel Premier ministre, a proposé en 1979 la nouvelle appellation de différenciation verticale pour désigner ce racisme qui demeure toujours le même, c'est-à-dire chaque jour plus oppresseur que la veille. Chaque jour la violence et l'injustice y sont au rendez-vous. En fait, la situation en Afrique du Sud est entretenue par une conspiration du capitalisme international. Elle n'est pas le reflet d'une opposition des races entre elles en tant que réalité biologique. Le raciste d'origine européenne se sert simplement de prétextes et de contre-vérités, de choses et d'autres pour essayer de justifier la domination exercée par la minorité blanche sur les autres communautés, et c'est tout. Dans la manœuvre, tout commence et finit par la ferme volonté de contrôler les richesses dont regorge le sol et le sous-sol de ce pays. C'est donc un problème prioritairement économique. Le reste n'est que rhétorique pure. Et le régime se perd dans des formules et considérations nébuleuses avant de se heurter très prochainement, comme nous en sommes convaincus, à la résistance qu'il est en train de créer lui-même et qui le renversera inéluctablement. Non seulement l'apartheid prive les non-blancs des richesses auxquelles la nature et leurs efforts leur donnent plein droit, mais il les avilit, les exploite impitoyablement et impunément aux yeux de toute l'humanité dont il fait fi de la réprobation lorsque celle-ci s'exprime. Par leur sueur et leur sang, les Noirs métis et asiatiques d'Afrique du Sud participent en effet à la construction d'un pays où ils sont considérés comme des hommes de trop ou comme des personnes juste au pied de l'échelle sociale. Leur vie est sacrifiée pour payer le prix d'une prospérité à laquelle ils sont étrangers. Ils sont privés de ces richesses par la brutalité et l'injustice des Blancs. Certains pays du monde industrialisé, servis par leur avance économique et technologique, y contribuent pour des intérêts matériels, à étouffer la liberté des autres. Et ils parlent de démocratie comme pour rire, comme pour plaisanter. En dehors de la France du président François Mitterrand, rien dans le comportement de ces grandes nations ne reflète une réelle volonté de mettre fin au drame sud-africain. Certes, de partout dans le monde des voix, parfois isolées, d'autres fois collectives et fortes, se sont élevées et ont protesté. En vain. Mais les protestations ne viennent que de ces cœurs, quoique déterminés, auxquels il reste toujours difficile d'imposer les vraies options de la liberté, de la justice et de l'égalité des peuples. L'ordre humain nous impose d'agir, plus énergiquement que ce que nous faisons ou croyons avoir déjà fait.
Les opprimés d'Afrique du Sud et de Namibie nous attendent toujours, et tous, à ce carrefour de l'histoire. Une action rapide et efficace de la part de toutes les bonnes volontés renforcera leur foi déjà inébranlable en l'avenir d'une nation libre et digne où l'homme sera à sa place vraie, sans distinction d'aucune sorte. Pour imposer la vérité du moment, l'histoire reprend, reconstitue et éclaire l'évolution des faits. C'est là que réside sa grandeur. Et c'est dans cette force que le présent essai tente de puiser pour dire quelques mots de la tragédie sud-africaine. Il n'a pas du tout l'ambition de recouvrir tous les aspects de la question, ni la prétention de dire quelque chose de nouveau, encore moins la vanité de proposer des solutions nouvelles. Il veut simplement essayer de reprendre sommairement les faits, et de les reconstituer dans l'espoir d'ajouter une voix de plus aux nombreuses réactions et protestations que suscite le drame né de la pratique de la ségrégation raciale dans ce pays auquel la nature a tout donné pour être sauvée, mais où malheureusement, toutes les communautés humaines sont en situation difficile, les Blancs eux-mêmes avec. Le travail fut conçu d'abord à l'intention de mes étudiants de la Faculté des sciences administratives et juridiques de Donka. Leur curiosité, leur désir de savoir pour mieux combattre l'injustice me paraissait justifié par ce que je savais être un attachement juvénile mais sincère et désintéressé, à une cause juste. Sur certains sujets, des détails ont été donnés qui peuvent paraître, ou superflus ou non à propos pour l'homme mûr régulièrement au courant des événements. C'est le cas du développement fait à propos du rôle du général de Gaulle en RSA, du nucléaire civil et militaire, de l'État d'Israël et de ses relations avec Pretoria, des débats à l'ONU sur l'apartheid. C'est aussi le cas de plusieurs autres chapitres. Mais c'est là qu'apparaît le fait que la note s'adresse prioritairement à quelqu'un d'autre. Elle s'adresse d'abord à mes étudiants, dont les questions posées au cours des débats sur les aspects dangereux de ce régime ont imposé les précisions à caractère de détail que l'on rencontrera plus d'une fois. Le titre de l'essai veut dire qu'en Afrique du Sud, plus qu'en tout autre lieu, on oblige l'homme à être ce qu'il ne veut pas être et à faire ce qu'il n'aime pas faire. Il traduit par conséquent le fait que dans ce pays, les Blancs ne luttent pas pour l'homme, qu'il soit blanc, noir ou autre, mais qu'ils travaillent contre lui et luttent pour des choses choisies, en premier lieu pour de l'argent. Il ne signifie pas qu'un jour nous y serons pour faire couler le sang, les uns des autres, comme solution ultime à l'égarement des gens qui y sont au pouvoir. En raison de la complexité du thème, doublée d'une délicatesse qui se comprend, nous avons essayé de donner des chiffres tous vérifiables dans des documents largement cités en déférence. D'autres sources étaient nécessaires pour le renforcement des convictions. Je n'ai pas pu y accéder. Le travail est donc plein d'imperfections dues à ce fait, et à d'autres raisons aussi. J'en suis convaincu avant les autres. Si malgré tout il présente quelque utilité sur ce problème actuel, alors il aura contribué à entamer une mission d'un intérêt certain. Je dis humblement merci à tous ceux qui m'ont aidé de toutes les manières, et envers lesquels ma dette est d'autant plus moralement contraignante que tous leurs efforts ont été fournis gratuitement. Les remerciements vont surtout aux bonnes volontés dont l'amitié m'a permis d'accéder à une documentation, incomplète certes, mais variée et parfois rare. Je dois une reconnaissance toute particulière aux collaborateurs et amis qui m'ont donné la possibilité de consulter, et depuis plusieurs années, des numéros de la presque totalité des journaux paraissant en Afrique du Sud, même ceux de langue afrikaans qui ne pouvaient pas être exploités sans une difficile traduction. Cette aide était sans doute parmi les plus complexes que je pouvais recevoir. Je voudrais citer les noms de ces amis, mais ceci est impossible pour des raisons évidentes tant que l'Afrique du Sud sera sous ce régime caractérisé par la peur. Peur des autres. Peur de ce qu'on entend. Peur de ce qu'on voit et peut-être même à la limite, peur chacun de soi-même. Première partie, esclavage et racisme. Chapitre 1, esclavage et traite négrière. 1. Origine du problème des races. Demain n'est plus à attendre, mais à inventer. Gaston Berger. Si au Moyen-Âge l'esclavage a existé dans tous les pays, il ne traduisait alors qu'un certain stade de l'évolution socio-économique du monde. Dans l'Afrique précoloniale, les esclaves étaient traités d'une manière relativement humaine et autour du roi ou du prince ils étaient de la cour, c'est-à-dire considérés à un degré donné comme des membres de la famille royale. Par conséquent ils étaient loin d'être une marchandise. Jouissant de droits étendus,
les esclaves pouvaient racheter leur liberté et cela sans peine excessive. Avant l'arrivée des colons blancs, il existait certes, et traditionnellement, un mouvement d'esclaves de l'Afrique noire vers l'Afrique du Nord, principalement vers l'Égypte et vers le Moyen-Orient. Mais il ne s'agissait pas de commerce d'hommes vendus sur une grande échelle. La tragédie commença au XVe siècle comme corollaire de la colonisation elle-même fille de la production industrielle, selon Jules Ferry. Cela donna à l'industrie de nouvelles et tristes dimensions. La traite négrière a, en plus de 4 siècles, vidé le continent noir de l'essentiel de son énergie dans le but d'assurer le développement du capitalisme occidental à partir des colonies de la Grande-Bretagne, du Portugal, de l'Espagne, de la France. 2/3 de la population active d'Afrique furent ainsi drainés vers les Amériques. On estime à 150 millions d'êtres humains la ponction démographique infligée au monde noir par l'horrible affaire. C'est là un des éléments, et peut-être le plus important, qui la rendent définitivement responsable du retard des peuples noirs sur les autres. En effet, si on considère leur retard relatif sur les autres avant la colonisation et si on tient compte de l'énorme fossé qui les sépare aujourd'hui de ces derniers, on réalise la grave responsabilité des pays, jadis colonisateurs, qui se vantent aujourd'hui de leur avance économique, technique et technologique et qui n'avouent pas que leur puissance fut bâtie très exactement sur le démantèlement complet des forces productives et économiques, puis sur le mépris des valeurs socioculturelles de l'Afrique. Jacques Arnaud exprime ce fait dans son livre intitulé « Procès du colonialisme », en écrivant que sur le retard de l'Afrique se bâtit par l'intermédiaire des Antilles et du continent américain l'avance de l'Europe et des États-Unis. Les esclaves de la traite négrière étaient, soit capturés purement et simplement par des colons eux-mêmes, soit troqués contre des produits européens par les rois locaux. Dans le premier cas, la capture s'opérait au cours d'une chasse à l'homme avec armes et munitions, tout comme on le fait pour les animaux sauvages dans la jungle. D'où le nombre extraordinaire d'êtres humains abattus au cours de cette opération. Il y eut autant de tués que d'hommes pris vivants et restés vendables dans les mains des trafiquants. Le troc lui s'opérait entre les roitelets locaux corrompus, détenteurs d'esclaves et les capitaines négriers par rabatteurs et courtiers interposés. L'échange se faisait contre de vulgaires marchandises européennes, vieux habits, armes, tissus colorés, alcool, verroterie, bimbeloterie, couteaux. En ce moment-là, l'esclave noir n'était pas plus considéré que les autres produits d'Afrique qui pouvaient intéresser le blanc. Or, épices, peau, ivoire, gomme. Ainsi, de même qu'il existait la côte de l'or, la côte des graines, la côte d'ivoire, il existait aussi la côte des esclaves. Elle comprenait le littoral du Dahomey, actuelle République du Bénin, du Togo, du Nigeria et une partie des côtes de l'actuel État du Ghana. Le circuit commercial global se résumait donc à la vente de pacotilles d'Europe au continent noir qui fournissaient entre autres marchandises, principalement des esclaves qui étaient dirigés vers les Amériques, dont la mise en valeur des terres produisait du tabac, de l'indigo, du sucre, du coton, du café. Ces produits étaient envoyés en Europe. Pour traduire la liaison commerciale Europe-Afrique-Amérique-Europe, on dit qu'il s'agissait du commerce triangulaire. L'une des armes privilégiées des colonisateurs était l'opposition des rois africains entre eux, lorsqu'ils ne pouvaient pas les liquider sommairement eux-mêmes par les armes. Puisque les Noirs d'Afrique ou bois d'ébène, acquis à vil prix, étaient devenus une source extraordinaire de revenus en raison de leur prix élevé en Amérique, chacun voulait s'en procurer le plus grand nombre à moindre frais. Les rois africains attirés par les produits européens étaient aussi, et malheureusement, en plein dans la course. Ainsi, pour ne citer qu'un cas, les habitants de la ville de Ouida au Dahomey fournissaient 1000 esclaves chaque jour aux capitaines négriers qui y venaient. Armés et opposés les uns aux autres par les trafiquants européens, souvent pour des raisons d'une sorte de prestige, les rois et princes se livraient continuellement des guerres qui devenaient une autre source de perte de vies humaines. Après la capture ou le troc, les esclaves étaient rassemblés et drainés vers les côtés dans des conditions si pénibles que plusieurs d'entre eux, plus de 50%, mouraient avant d'atteindre les ports. Le professeur Joseph Kizerbo rappelle que les esclaves amenés de l'intérieur ou ramassés le long des côtes étaient stockés dans des sortes de magasins infects appelés barracons. Autour de ces sinistres bâtisses se déroulaient les scènes d'enfer, en particulier la séparation des mères de leurs enfants. En effet,
Tous les enfants en bas âge étaient tués pour éviter qu'ils n'encombrent le transport à bord des navires dans lesquels 600 à 700 personnes étaient entassées comme des sardines en boîte. Quant aux hommes, ils étaient mis aux chaînes par le cou et par une jambe. Il leur était interdit de porter des habits, même s'ils en avaient. Hommes et femmes étaient donc empilés nus, les uns sur les autres. Pour éviter que les dépenses du maître ne fussent trop lourdes, leur repas de 1000, ou au plus de pain et d'eau, était calculé juste pour échapper à la mort. Dans le commerce européen des hommes en Afrique noire, on distingue deux phases. Dans un premier temps, dont les débuts se situent entre 1441 et 1442, les victimes étaient dirigées vers l'Europe où elles étaient soumises à une gamme variée de mauvais traitements. Certains Européens s'en servirent comme objet d'ornement dans les salons, d'autres en faisaient de véritables machines pour différentes corvées, travaux ménagers, services à bord des navires. Cette phase, appelée traite domestique par le professeur Kizerbo, dura jusqu'au début du XVIIe siècle et introduisit de nombreux Noirs en Europe. En 1550, Lisbonne avait une proportion d'esclaves noirs qui dépassait le 10e de sa population totale. Toutefois, en ce moment l'esclavage portugais n'était qu'un trafic relativement modeste et les relations entre maîtres et esclaves étaient en général tout à fait raisonnables sur le plan humain. La découverte du continent américain par le navigateur génois Christophe Colomb se traduisit par de nouveaux développements dans le commerce du bois d'ébène. Si l'esclavage était une vieille pratique, la traite négrière elle avait pour origine la découverte et la mise en valeur de l'Amérique à partir du XVe siècle. Le mariage entre Européens et premiers habitants des Amériques, c'est-à-dire des Amérindiens, ne fut pas possible. Ces derniers, ne voyant pas d'un bon œil la présence d'intrus sur leur sol, refusèrent de travailler pour eux. Alors ils furent exterminés et ceux qui n'avaient pas subi ce sort avaient été obligés de travailler pour les étrangers. Mais il s'agissait d'un travail d'une intensité à la mesure de la cupidité des envahisseurs qui venaient de découvrir un continent plein de richesses minières, et dont le sol fertile se prêtait au développement de cultures variées, tabac, canne à sucre, coton. Pour exploiter le sol et les mines, et après l'extermination des autochtones dans les guerres de conquête et par le mauvais traitement, il se posa tout de suite le problème d'une main-d'œuvre physiquement capable et suffisante. Les historiens estiment que ce fut le refus des Indiens et Caraïbes du Nouveau Monde de travailler dans les champs et les mines des concessionnaires espagnols et brésiliens qui finalement fit de la traite des esclaves une horrible grande industrie. Ce problème fut résolu en se rabattant par des prétextes simples, sur le continent africain qui disposait d'une main-d'œuvre abondante, vivant sous le même climat que celui des Amériques. Il se transforma ainsi en un réservoir de main-d'œuvre où, tour à tour, et pendant plusieurs siècles, Espagnols, Portugais, Français, Hollandais, Anglais et colons américains iront puiser à volonté. Cette main-d'œuvre fut entièrement dirigée vers le Nouveau Monde. Ainsi commença la deuxième phase dite traite industrielle. Elle eut des conséquences catastrophiques aussi bien dans le fond que dans la forme. Ce commerce apportait, nous ne le dirons jamais assez, un coup mortel au continent africain. D'abord, il en a désorganisé absolument la vie économique, sociale et politique. Ensuite, et surtout, il a affaibli numériquement les peuples noirs pour longtemps. Th. Chikaya déclare que la chasse aux esclaves provoque des guerres entre royaumes qui finalement s'affaiblissent, se morcellent et disparaissent même. Ainsi, la traite négrière a préparé la voie pour la conquête facile de l'Afrique par l'Europe au XIXe siècle. Pour horrible que puisse paraître cette triste affaire aux yeux des hommes normaux, il s'est tout de même trouvé des personnes pour la soutenir et la défendre pendant longtemps. Dans la manœuvre, certains membres du clergé de ce temps n'étaient pas en reste, comme en témoigne l'opinion du révérend Thomas Thomson pour qui le commerce des esclaves noirs à la côte d'Afrique s'avère conforme aux principes de l'humanité et aux lois de la religion révélée. Ce trafic a d'abord été fait par des individus sur un plan personnel. Mais en raison des énormes profits qui en résultaient, il devint rapidement officiel parce que les bénéfices atteignaient des proportions énormes. Les marchands andalous et castillans apprirent de leurs collègues portugais qu'on pouvait en tirer des bénéfices de 500 à 700% pour un mâle en bonne santé. La traite des esclaves a été tout de suite avalisée par les monarques européens, qui, la trouvant normale, y avaient finalement participé activement par l'intermédiaire de compagnies nationales. Ce fut le cas de la France dont la Compagnie du Cap-Vert et du Sénégal et la Compagnie des Indes occidentales,
qui était la création de Jean-Baptiste Colbert en 1664, offrait une illustration célèbre. 2. Les Noirs en Amérique. Ce qu'il y a de plus grand dans la cité, c'est l'homme lui-même. Channing. Certains historiens déclarent que Christophe Colomb rencontra des Noirs dans le Nouveau Monde au cours de son 3e voyage. D'autres estiment qu'au IXe siècle, les esclaves noirs africains étaient vendus dans les Indes. Mais ceci n'est pas totalement vérifié. Ce qui est certain, c'est que les premiers Noirs arrivés sur le sol américain y furent introduits au XVIe siècle par des explorateurs espagnols au sein des équipages de leurs vaisseaux. En ce qui concerne les États-Unis, ils y arrivèrent involontairement pour la première fois en 1619. Le colon anglais John Rolfe l'indique dans son journal en ces termes. Vers la fin d'août 1619, il arriva à Jamestown, port de Virginie, près de l'embouchure de la rivière James, une frégate hollandaise qui nous vendit 20 nègres. À partir de cette date, les Britanniques véritablement installés en Amérique du Nord, d'abord au Massachusetts en 1620, les premiers au nombre de 102, iront rejoindre les Espagnols portugais dans le trafic des hommes à destination du Nouveau Monde. Il aurait été intéressant de savoir et d'indiquer avec précision les données numériques relatives aux pertes en vies humaines du continent, dans le cadre de la traite, la plus grande honte, le plus grand scandale que l'humanité ait jamais connu. Malheureusement, les choses se sont déroulées de façon si intéressée et si confuse que tous les chiffres manquent de précision véritable. Toutefois, pour apprécier l'ampleur de la tragédie, il est utile d'en rappeler quelques éléments tels que les historiens les rapportent et sur lesquels leurs points de vue sont à peu près les mêmes. À tous les stades de l'opération, des personnes sont mortes en nombre incroyable. D'abord au départ, et nous l'avons dit plus haut, l'acquisition des esclaves donnait lieu à de véritables massacres, à un point tel que des ethnies entières disparurent du continent africain. Puis, les conditions de transport et de conservation dans les esclaveries, sur les côtes, étaient telles que le nombre des effectivement embarqués sur les navires était très réduit par rapport aux chiffres de départ. Au cours du transport par mer qui durait en moyenne 50 jours, il en mourait, de refroidissement, de dysenterie ou d'autres maladies, un nombre également très élevé. 23,7%, de sorte que ceux qui arrivaient vivants à destination n'étaient qu'un reliquat fort réduit face aux chiffres des embarqués. Le père jésuite Tavares, dans une lettre en date du 29 juin 1938, rapporta qu'il y avait des maîtres qui, pour se voir délivrés de l'incommodité et de la mauvaise odeur des Noirs moribonds, les laissaient jeter à l'eau encore vivants. J'en ai vu quelques-uns, poursuit-il, qui agitaient leurs mains au-dessus de l'eau. Dans le livre intitulé La traite négrière, on estime les pertes au cours du transport à 25%. Le même ouvrage ajoute à la page 11 que les estimations les plus sérieuses donnent le chiffre de 50 à 60 millions d'esclaves noirs vendus en Amérique du XVe au XIXe siècle. Ainsi, en récapitulant, on trouve la justification du chiffre de 200 millions retenu par le Dr Siké Camara dans son récent ouvrage intitulé La Guinée vers le socialisme. 60 millions représentent les 3/4 des embarqués qui étaient donc au nombre approximatif de 80 millions. Si on tient compte de la sévère sélection sur les côtes avant l'embarquement, sélection qui écartait les enfants, certaines femmes et ceux qui étaient jugés incapables de tenir la traversée, et si on se rappelle que la capture dans l'arrière-pays faisait autant de tués que de capturés, on passe sans exagération de 80 à 160 millions auxquels il faut ajouter les résidus de la sélection qui ne faisaient pas moins de 40 millions pour plus de 4 siècles de traite. C'est dans ce contexte qui comporte une large approximation que nous rappellerons quelques chiffres concernant la seule colonie britannique d'Amérique, devenue plus tard les États-Unis d'aujourd'hui. De 1619 à 1715, environ 30 000 Noirs y furent importés. Il y en a eu près de 700 000 de 1715 à 1808. Le froid du Nord étant insupportable pour les Africains, ils furent concentrés dans le Sud dont le climat, voisin de celui de l'Afrique noire, était de ce fait plus tolérable pour eux. Les esclaves étaient vendus à des prix variables dans le temps, en fonction de l'offre et de la demande. En 1800, dans les plantations de coton, un esclave valide, robuste, donc de très bonne qualité, coûtait $200, soit 4200 cilices, en prenant le dollar au cours de fin 1977. À la veille de la guerre civile, ce prix était d'abord de $750 ou 15 750 cilices,
puis il atteignit $1 800, soit 37 800 cilices. Arrivé dans le cadre de la traite industrielle en vue de l'accumulation de richesses pour le compte de l'Europe, les Africains furent soumis, et immédiatement, à des travaux si durs que plusieurs en mouraient dès les premiers mois. Les historiens rapportent que la moyenne de vie d'un esclave était de 5 à 7 ans. Quand on sait qu'il s'agit de personnes ayant résisté à la mort d'abord sur les champs de bataille où elles furent capturées, ensuite dans les esclaveries et enfin pendant la tragique traversée de l'océan, on peut alors se faire une idée de l'importance du travail qui leur était imposé pour réduire leur résistance physique à si peu de choses. Et pour une bonne exécution de la corvée, c'est-à-dire pour que celle-ci soit accomplie selon la volonté du maître, tout était organisé afin que l'esclave agisse, conditionné, en fonction du seul résultat économique. Afin de les empêcher de se comprendre, de parler de leur sort et d'envisager éventuellement des résistances violentes ou des réactions susceptibles de nuire aux objectifs de leurs propriétaires, ils étaient, dès l'arrivée, isolés de leurs confrères de tribu, séparés de leurs familles s'ils en avaient dans le groupe, puis rebaptisés. On leur donnait alors un nouveau nom, association de termes bretons, irlandais et autres pour garantir l'anonymat, et concrétiser la nouvelle naissance à des âges allant de 20 à 40 ans. Dans ces conditions, il devenait difficile de croire que les Noirs puissent trouver en Amérique le moyen de conserver des survivances des cultures et des civilisations de leur pays d'origine. Toutefois, leur maître avait constaté que si les dimanches, ils trouvaient la possibilité de contact entre eux, leur permettant de parler de la belle Afrique perdue, de chanter des chansons de leur pays d'origine, ils revenaient au travail le lendemain avec plus d'énergie. Et puisque l'objectif unique était d'exploiter au maximum cette énergie, alors des occasions de telles rencontres leur étaient données, mais sous contrôle strict. On retrouvera une situation semblable en Afrique du Sud, où, selon J. Alessour, dans l'application de l'apartheid, un certain nombre d'industriels, en particulier à Johannesburg, soucieux de conserver les possibilités de main-d'œuvre que leur offre la masse des Bantous, conseilleraient le maintien du droit de propriété pour les non-blancs, dans certains cas l'attribution limitée et graduelle de quelques droits politiques, susceptibles de stimuler leur énergie au travail. Les rares femmes esclaves arrivées en Amérique avaient connu un sort dramatique sur le plan moral. Elles appartenaient, étant donné leur nombre réduit face à celui des hommes, à plusieurs partenaires à la fois. Une femme pour 2, 3,4 ou 5 hommes, donnant naissance à des enfants dans la confusion absolue. Lorsqu'elles avaient une belle allure physique, alors le maître blanc finissait par s'en servir à volonté pour son plaisir à ses moments de détente. Dans un article écrit en 1917, E.B. Reuter précise que les plus intelligentes et les plus séduisantes femmes noires avaient été sélectionnées comme servantes avec l'arrière-pensée d'en faire des maîtresses. L'endogamie qui était de règle pour les Blancs, toujours par racisme, ne put rien contre ce fait. Ainsi prit naissance cette autre catégorie d'infortunés, que sont les métis ou mulâtres d'Amérique. Des enfants de sang mêlé étaient également nés de l'union de Noirs et d'Indiens. Frank Elschel note qu'il ne faut pas non plus oublier que bien des tribus indiennes libres voisinaient, en termes fréquents d'inimitié, avec les établissements des Blancs et que certaines d'entre elles eurent elles aussi des esclaves africains. Bref, des croisements entre Noirs et Indiens furent nombreux au début de la période d'esclavage et la position génétique de la population noire ne manqua pas d'en être affectée. Mais le mélange le plus important est resté entre Blancs et Noirs. On a établi que plus de 70% des Américains de souche africaine ont un certain pourcentage de sang blanc. Mais tous ces métis sont classés dans la catégorie des Noirs parce que les racistes blancs sont convaincus que le sang de cette race transporte des germes d'une infériorité physiologique, mentale ou spirituelle. Et puis personne ne cherche le contraire de la grandeur et du beau. On estime que cette catégorie de sang souillé doit être rendue à la race inférieure. Reuter, dans son livre Race Mixture, écrit en 1931, déclare que le mélange avec des Noirs introduits dans la population égyptienne comme main-d'œuvre servile a marqué le début de la fin d'un grand peuple. On retrouvera la même attitude dans le comportement du colon en Afrique noire envahie. Lorsque pendant son séjour aux colonies, il donnait naissance à un enfant de mère noire, il l'abandonnait purement et simplement le jour de son retour en métropole. De tels abandonnés que l'on ne voulut jamais ramener en Europe, parce que réputés impurs et méprisables,
étaient si nombreux dans les colonies qu'ils étaient généralement recueillis par des organisations religieuses qui les regroupaient à l'intérieur d'établissements dits foyers de métis comme celui de Mamou en Guinée alors française. Les esclaves noirs ne sont pas restés indéfiniment sans se poser la question de savoir combien de temps durerait leur situation ou leur infortune. La réponse instantanée du maître était nette, l'esclavage pour toujours. Il ne leur restait plus qu'à réagir de diverses manières, depuis la tentative de révolte jusqu'à la passivité puis à la résignation complète, avant de recourir aux fuites qui eurent lieu dans le cadre de l'organisation dite Underground Railroad ou chemin de fer souterrain. Enfin, lorsque le blanc lui a montré l'Évangile et la religion chrétienne, l'esclave y trouva un refuge pour son esprit brisé, une source de cet espoir sans lequel sa vie réglée par des maîtres cupides et affreusement brutaux n'était qu'une duperie insensée, oui, une vie faite d'injustice, d'anxiété et de terreur, celle de l'Africain dans les Amériques. L'Amérique d'hier, et hélas, celle d'aujourd'hui aussi dans une certaine mesure, ont une responsabilité qu'il est urgent d'assumer complètement pour tenir compte des exigences de toutes ces leçons de l'histoire. La lutte pour les droits civiques dans ce pays, avec son cortège de victimes, a conduit à une sorte d'assouplissement du drame qui a secoué l'Amérique de longues années durant sur le plan racial. Aujourd'hui encore, le noir américain reste toujours confronté à la violence, à la haine de certains blancs de son pays. Mais maintenant, l'essentiel de ces difficultés réside surtout dans les questions économiques, dans les problèmes de santé, de logement, et dans la difficulté de la mise sur pied d'une interaction opérationnelle. La nouvelle Amérique est décidée à réduire toutes ces difficultés, pour résoudre les nombreux problèmes. Sa réussite sur cette voie est celle de la raison humaine pour les hommes de tout pays. 3. L'abolition de l'esclavage et le retour en Afrique. Tous les peuples à descendance africaine, qu'ils vivent au nord ou au sud de l'Afrique, aux Antilles ou dans quelques autres parties du monde, sont des Africains et appartiennent à la nation africaine. Kwame Nkrumah. L'abolition de l'esclave fut envisagée et réalisée pour des motifs divers, mettant en présence une fois encore des intérêts opposés. S'il a existé des gens réellement anti-esclavagistes par philanthropie tels que les Anglais Granville, Clarkson, Wilberforce et autres, il n'est pas aisé de dire que la traite négrière et l'esclavage aient été abolis par humanisme et que cela soit arrivé comme résultat des efforts de ces hommes. Le phénomène s'est produit plutôt parce que la bourgeoisie occidentale de la fin du XVIIe siècle, aux prises avec ses contradictions internes, estimait que le temps était venu pour introduire de nouvelles méthodes ou une dynamique nouvelle dans la grande industrie naissante. Donc, pour insuffler une nouvelle énergie dans l'exploitation des Africains, il fallait affranchir les esclaves et les faire travailler dans les ateliers en hommes théoriquement libres, ou continuer à en importer directement d'Afrique sous forme de prétendus volontaires, en fait, forcés de vivre et de travailler en fonction des intérêts des monopoles. Les premières démarches en faveur de l'abolition furent faites au début du XIXe siècle par l'Angleterre, en raison de son avance technologique et de son développement économique à cette époque. En 1815, le Congrès de Vienne chargea les flottes britanniques et françaises du contrôle des navires qui se livreraient à la contrebande dans le commerce esclavagiste. Au terme des résolutions de ce congrès, les propriétaires des navires qui continueraient à la pratiquer seraient frappés d'amendes et d'autres peines sévères. Pour échapper au contrôle, les capitaines des négriers clandestins préféraient jeter les esclaves à la mer plutôt que de dépenser leur argent pour payer des amendes. En 1807, une loi fut votée, mais qui ne fut appliquée que le 1er janvier 1808, interdisant aux Américains des colonies britanniques toute participation, de quelque manière que ce soit, au trafic des esclaves. La décision n'avait pas le soutien requis, étant donné le contexte et la force des appétits, pour asseoir une interdiction effective. C'est ainsi que, malgré cette mesure et en violation des dispositions en vigueur, les trafiquants importèrent frauduleusement, de 1808 à 1862, plus de 2 500 000 Noirs sur le seul territoire correspondant aux États-Unis actuels. La pratique clandestine continua malheureusement dans tous les pays esclavagistes après l'abolition formelle. Théoriquement, la traite négrière fut interdite au Danemark en 1793, en Grande-Bretagne en 1807, en Suède en 1813, en Hollande en 1814. Mais dans la plupart de ces pays, elle continua clandestinement jusqu'au XXe siècle.
En France, pour ne citer que ce cas, elle fut décidée d'abord en 1793 pendant la Révolution française puis en 1815 et 1818, mais en vain. C'est seulement avec l'avènement de la Deuxième République qu'elle devint effective en 1848. En 1802, l'empereur Napoléon Bonaparte rétablit purement et simplement cette honteuse pratique. L'esclavage subsista plusieurs années après cette dernière et ne fut aboli dans les possessions britanniques que le 1er décembre 1834 par un décret du Parlement de Londres prévoyant l'indemnisation des propriétaires. L'interdiction eut lieu sur le continent américain aux dates suivantes. 29. C'est le président Abraham Lincoln qui, en libérant 3 millions de Noirs, y avait effectivement mis fin aux États-Unis le 1er janvier 1863 et avait proclamé l'émancipation des esclaves. Mais c'est seulement le 18 décembre 1865 que celle-ci fut codifiée avec le 13e amendement à la Constitution. Après avoir retrouvé la liberté, de nombreux affranchis du sud des USA se dirigèrent vers les États du Nord réputés moins esclavagistes, dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions de vie. La plupart de ceux qui avaient choisi de rester au sud ne voulaient toutefois plus entendre parler des travaux agricoles. Sous toutes les formes, ceux-ci leur donnaient le souvenir de l'asservissement et de la vie misérable des anciens temps dans les plantations. Ils préféraient donc s'installer à leur compte ou faire autre chose. Et comme ils prospéraient rapidement et que leur nombre augmentait dans des proportions inquiétantes pour ceux qui ne voulaient plus les voir, les anciens maîtres d'esclaves et d'autres racistes trouvèrent que les Noirs devenaient encombrants sur le sol américain, oubliant qu'eux aussi avaient contribué à le construire à partir de presque rien et pour leur part au prix de leur vie. Il est clair que la sueur de l'esclave noir est à l'origine du développement de l'Amérique, et personne ne saurait le nier aujourd'hui. Sans lui, les choses se seraient passées d'une manière différente. Mais par égoïsme, on a pensé qu'il était urgent de le priver du fruit de la sueur de son front et de dégorger le pays par crainte d'un péril noir. Pour écarter tout danger de la part de cette race, R.W. Shufelt proposa la déportation en Afrique de toute la population noire d'Amérique. Le premier pas fut ainsi fait dans cette direction. Comme solution au problème, il fut décidé l'émigration de ces indésirables vers l'Afrique d'où ils furent importés et vers l'archipel des Antilles. À cet effet, la Société nationale de colonisation, National Colonization Society of America, fut fondée le 1er janvier 1816 par Elias Caldwell et Robert Finlay. L'objectif de l'opération était donc de rapatrier sur leur terre d'origine les gens de couleur noire dont on n'avait plus besoin en Amérique. Les débuts du mouvement Retour en Afrique furent organisés en 2 endroits. La Sierra Leone avant l'abolition de l'esclavage et sur initiative britannique et le Liberia, imitation de l'exemple de la Sierra Leone par les Américains pressés de se débarrasser de leurs affranchis qui prospéraient trop rapidement sous leurs yeux. 1. La Sierra Leone. En 1772, Lord Chief Justice de Grande-Bretagne prit un décret au terme duquel tout esclave de quelque origine qu'il soit recouvre d'office sa liberté dès lors qu'il arrive en Grande-Bretagne pour y chercher refuge. À la faveur de cette mesure, certains Noirs d'Amérique avaient réussi à atteindre la Grande Île pour recouvrer la liberté. Mais quelle liberté ? À Londres, ils menaient une vie qui était loin d'être agréable. On sait que de tous les temps il a existé au Royaume-Uni une forte proportion de gens irréductiblement opposés à toute forme d'immigration. Le professeur John Rex, de l'université de Warwick, indique qu'il y avait 800 000 personnes de couleur dans ce pays en 1969 et que l'immigration des habitants du Commonwealth est maintenant réduite à un chiffre infime. Dans un rapport de voyage en Afrique, WGA. Ormsby Gore avait écrit « Nous aimons garder notre vie à l'écart et distincte de celle des autres races, européennes ou non. » Autrement dit, les gens de couleur et surtout des Noirs ne sauraient au XVIIe siècle s'établir véritablement en hommes au sens plein dans un tel pays sans risque ni amertume. Faute de logement, ils dépérissaient dans les brouillards de la Tamise. Les Britanniques, pour s'en débarrasser, dirigèrent un premier groupe de ces malheureux sur la côte d'Afrique occidentale, en Sierra Leone, nom qui signifie montagne de lion, péninsule habitée par les Temnés au moment de sa découverte en 1462 par les navigateurs portugais. En 1787,
Un second groupe de 400 personnes avait suivi le premier et en 1792 un troisième de 1200 suivis en provenance cette fois du Canada, Nouvelle-Écosse, ou composé des esclaves arrachés aux navires négriers qui se livraient encore au trafic clandestin. La localité créée à cette occasion pour les affranchis libérés fut baptisée Ville Libre, ou Freetown. Le territoire côtier sur lequel Freetown fut fondé avait été acheté au roi de la place par la compagnie anglaise Anti-Slavery Society, ASS, pour recueillir les anciens esclaves noirs. C'est après ce marché que le second contingent de 400 personnes fut envoyé sur les lieux en 1787 comme nous venons de le souligner. L'opération ne fut pas aisée pour autant et plusieurs d'entre eux moururent de choses et d'autres. Les survivants furent alors récupérés par Sir Alexander Falconbridge, qui, après avoir obtenu en 1791 la charte de fondation du pays, au nom de la Sierra Leone Company, créa Freetown en 1792. Mais les premiers trafiquants anglais étaient déjà entrés en rapport avec les habitants de la côte sierra-léonaise depuis le XVIe siècle. Ceci rappelle qu'avant la création de Freetown, un certain groupe de métis afro-anglais habitait déjà le long de la côte. La naissance de la localité devait influencer, accélérer et systématiser l'implantation britannique sur les lieux qui, en 1807, devinrent une colonie classique de Londres. En 1896, l'Angleterre imposa son protectorat sur l'Hinterland et c'est seulement le 27 avril 1961 que la Sierra Leone accéda à l'autonomie pour devenir république en 1971. Le pays qui s'étend aujourd'hui sur 71 740 km² et abrite 35 000 habitants reste membre du Commonwealth. Jusqu'en 1979, la Banque de Londres assurait la garantie de sa monnaie, la Léone, qui équivalait alors à une demi-livre sterling. Sur le plan administratif, le pays est décomposé en provinces. Province du Nord et du Sud, province orientale et la péninsule, ex-colonie. La population sierra-léonaise est composée de 13 ethnies différentes, formant un ensemble dont les principaux groupes sont le groupe Mandé au sud et au centre du pays et comprenant les Mindes qui constituent l'ethnie numériquement la plus importante de Sierra Leone avec 815 000 membres en 1975, soit 30% de la population totale, les Vé, 100 000 en 1975, les Lacos, Konos, Soussou, Koranko, Kissi, etc. Le groupe Temne qui occupe le nord est composé principalement de l'Imba, qui était au nombre de 183 000 en 1975. Les créoles issus des anciens esclaves affranchis, et qui étaient environ 50 000 en 1975. Enfin, une importante colonie de Libano-Syriens se livre à des activités commerciales dans les villes, Bo, ports locaux, Koindou et surtout Freetown la capitale. Rappelons que Londres avait précipité l'annexion de l'intérieur du pays pour y établir le protectorat, dans le but de freiner l'avance des Français, et celle de l'armée de l'Almami Samori Touré en 1895. Le sud de l'actuelle région de Gukédou à la frontière guinéo-sierra-léonaise avait été le théâtre de violents affrontements aux alentours de Nongwa, Ouladin, Wende Kenema et Fangamadou. Ils opposèrent successivement les résistants africains aux Français et aux Anglais, puis ces deux derniers groupes entre eux. La paix ne s'établit qu'après la signature d'accords entre Londres et Paris à la fin du XIXe siècle. Après avoir mis la main sur l'Hinterland, les Britanniques abandonnèrent, jusqu'à un passé récent, les autochtones à leur mode de vie traditionnel et continuèrent à ne s'intéresser qu'aux créoles de la péninsule auxquels une assistance appréciable était donnée en matière d'éducation, de développement économique et politique. La différence qui en résulta entraîna des antagonismes et heurts politiques, dont le colonisateur était seul responsable, dans la mesure où il n'a pas fourni l'effort nécessaire à l'intégration des deux communautés l'une à l'autre. Les Britanniques étaient d'autant plus responsables de cette situation, qu'ils avaient toujours refusé d'accéder à la demande du protectorat d'asseoir une représentation proportionnelle dans les activités administratives, politiques et parlementaires. Ainsi à leur départ, de nouveaux désaccords se manifestèrent sur la gestion des affaires du pays dans le cadre de l'autonomie puis de l'indépendance. Pour concilier les points de vue, il fallut adopter et abandonner 4 constitutions successives. Le 4 mai 1960, un accord était intervenu avant la proclamation de l'indépendance en 1961. Un parti gouvernemental,
le Sierra Leone People's Party, SLPP, était alors majoritaire dans le pays. Il gouverna avec à sa tête le Mandé Sir Milton Margai, qui fut remplacé à sa mort par son frère Albert Margai. Au mois de mars 1967, le parti d'opposition, l'APC All People's Congress Party, ayant à sa tête le Dr Siaka Stevens et jouissant d'une solide implantation en pays Temne, gagna les élections législatives. Mais les Mendes du SLPP accusèrent les Temne de l'APC d'avoir truqué les élections avec la complicité des technocrates de Freetown. Le conflit se traduisit par un coup d'État. Le 23 mars 1963, l'armée prit le pouvoir. Le 18 avril, on assista à un contre-coup d'État. Le Dr Siaka Stevens, qui avait quitté momentanément le pays pour raisons de sécurité, rentra à Freetown. Il est à la tête de la Sierra Leone depuis cette date. 2. Le Liberia. La solution trouvée au problème des Noirs errants en Grande-Bretagne par la fondation de la Sierra Leone ne tarda pas à être imitée par les États-Unis embarrassés, eux aussi, comme nous l'avons dit, avec les leurs. Ceci donna naissance à la République du Liberia qui devint le premier État indépendant d'Afrique noire. D'abord les Américains avaient tenté, mais en vain, de composer avec Londres en Sierra Leone, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient délester leur pays en y expédiant les affranchis noirs américains. Mais les Britanniques connaissaient parfaitement la situation aux États-Unis. Ils refusèrent cette association de peur de surcharger la nouvelle colonie et de multiplier ses problèmes outre mesure. C'est dans ce cadre qu'en 1820, la Société nationale de colonisation, fondée en 1816, avait envoyé directement sur la Sierra Leone un premier contingent de 88 Noirs. Pour manifester leur refus d'avaliser la combinaison, les Anglais n'autorisèrent pas l'accès de leur nouvelle acquisition au groupe qui dut s'installer dans l'île de Cherbourg, une peu plus au sud, où ils furent décimés par les épidémies. Les survivants se réfugièrent à Fura Bay, un faubourg actuel de Freetown où l'année suivante, un deuxième contingent les rejoignit. La solution définitive fut trouvée lorsque la Société américaine de colonisation décida, l'année même de sa fondation en 1816, de rapatrier les esclaves libérés, en Afrique. Avec l'aide de Sir C. McCarthy, alors gouverneur britannique de la Sierra Leone, elle acheta en 1921 sur la côte de Guinée, précisément au pays D, un territoire de 13 462 km². C'était l'embryon de l'actuel État du Liberia qui s'étend aujourd'hui sur 111 370 km², entre 4,4 degrés et 7 degrés de l'altitude nord et abrite 2 040 000 Libériens. Rappelons que les premiers contacts entre l'Europe et cette région côtière remontent au XIVe siècle lorsque deux bâtiments de la ville portuaire de Dieppe, Seine-Maritime sur la Manche, y arrivèrent en 1364 à 1365 pour fonder des comptoirs. Mais la guerre de Cent Ans ayant éclaté, toutes les relations furent coupées avec le vieux continent et ne furent reprises qu'en 1461 par les Portugais. Les Français revinrent 2 décennies après, en 1483. Ensuite ce fut la traite des esclaves au XVIe siècle qui ravagea le pays 200 ans durant. M.H. Lelong rapporte que le pays était cédé moyennant un certain nombre d'articles de première nécessité qui devaient être fournis sur le champ. 6 mousquets, un tonneau de perles, un tonneau de tabac, un tonnelet de poudre, 6 barres de fer, 10 marmites en fer, 12 couteaux, 12 cuillères, 12 fourchettes, 6 pièces d', étoffe bleue, 4 chapeaux, 3 habits, 3 paires de chaussures, une boîte de pipes, un baril de clous, 3 mouchoirs, 3 pièces de calicot, 3 cannes, 4 parapluies, une caisse de savon, un baril de rhum. Quelques babioles du même genre devaient encore être livrées dans la suite. Le 7 janvier 1822, au terme de ce marché, les premiers Américains noirs, la soixantaine qui restaient donc en transit à Fura Bay ou à Cherbourg, arrivèrent dans leur nouvelle patrie qui reçut le nom de Liberia. Ce fut en décembre 1823, et le nom fut choisi par le Sénat américain. Le village de Cabane construit par les pères fondateurs, Founding Fathers, fut appelé d'abord Christopolis avant d'être dénommé en 1842 Monrovia, du nom du président des États-Unis alors en exercice, M. James Monroe qui en 1816 aida à la fondation de la Société américaine de colonisation. C'est par annexion de petits morceaux de territoire de l'intérieur au village de Cabane, devenu capitale, qu'est né l'État de Liberia. Il est inexact de dire qu'en les installant en ces lieux,
les anciens esclaves affranchis revenaient sur le pays des ancêtres, dans la mesure où les intéressés avaient perdu absolument le souvenir de leur vraie région d'origine sur le continent. Si l'opération avait des aspects charitables, ce qui n'était pas sûr, elle n'en était pas moins pour l'essentiel une affaire réglée d'abord dans l'intérêt des grands planteurs qui, selon Alain Vernet, l'avaient financée parce qu'ils se préoccupaient de protéger l'ordre sudiste, menacé depuis 1808 par l'interception de navires étrangers de la traite et par le débarquement des esclaves libérés sur le sol américain. Le PID a été découvert par les Portugais au XVe siècle. Et depuis, il fut fréquenté par les trafiquants hollandais, anglais et français qui, dans leur langage colonial, le désignaient sous le nom de Côte des Graines. Le marché fut signé avec les chefs D et Mamba, le 15 décembre 1821. Plusieurs affranchis effectuèrent le voyage sur le Liberia malgré eux, et certains affirment même que les intéressés s'étaient montrés, à un tel point réfractaires à ce qu'ils considéraient comme une déportation qu'il est douteux que les 88 fondateurs du futur Liberia aient été embarqués pour l'Afrique d'une autre façon que leurs ancêtres au cours du voyage aller. Comme cela s'était passé en Sierra Leone, le pays fut d'abord dirigé par des gouverneurs américains blancs et le premier qui occupa ce poste fut Thomas Buchanan, 1836. Mais le Congrès des USA ne tarda pas à se désintéresser de l'affaire, abandonnant pratiquement le territoire à ces mulâtres, nègres américains, et aux sauvages de l'arrière-pays qui fut annexé à partir de 1882. Les frontières définitives furent fixées par les traités franco-libériens de 1892 et de 1910. L'indépendance proclamée le 26 juillet 1847 par décision des USA était donc consécutive à cette attitude. Dès 1848, la nouvelle République fut reconnue par toutes les grandes puissances. Et pendant près d'un siècle le Liberia, abandonné, connaîtra de sérieuses difficultés issues du sevrage prématuré et surtout du manque d'efforts de conciliation entre ceux qu'on appelait les indigènes et leurs frères venus d'Amérique. À la tête du pays, il y eut d'abord dans cette nouvelle phase une série de métis dont le premier fut le jeune général de 32 ans, Joseph Jenkins Roberts. Gouverneur avant la proclamation de l'indépendance, il fut le premier président de la première République noire. Mais le premier président authentiquement noir fut Édouard Giroir. Toutefois, sur plusieurs plans économiques, politiques, juridiques, militaires, le Liberia a tenté et toujours de calquer ses positions sur le modèle américain. Sa constitution du 26 juillet 1847, rédigée par un doyen de l'université Harvard, est à peu de choses près la reproduction mot pour mot de celle des USA. Elle est, elle aussi de type présidentiel avec une nette séparation des pouvoirs. Au nombre d'étoiles près, le pavillon est celui de l'Amérique, même couleur, disposé de la même manière mais avec une étoile blanche au lieu de 50 pour les USA. Ceci est d'autant plus significatif qu'au moment de la proclamation de son indépendance, il n'y avait que 300 rapatriés dans le pays. Avec la Deuxième Guerre mondiale et ses conséquences principalement en Asie, les intérêts américains se précisèrent réellement dans le petit pays qui était en quête d'attention. D'abord l'Amérique y construisit un aéroport géant, Roberts Field, du nom du premier président de la République Jenkins Roberts. Il servit de base de relais aux bombardiers américains engagés dans la Seconde Guerre mondiale et faisant route vers l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient. D'autre part, l'Occident ayant perdu son caoutchouc en Asie, la vieille entreprise libérienne de la société américaine Firestone, financée par la Fondation Ford, prit la vedette dans ce domaine important. Depuis 1926, Firestone avait passé un bail de près d'un siècle, exactement 99 ans, avec le Liberia au terme duquel la République noire lui céda 400 000 hectares, soit environ le 20e du territoire libérien, en échange d'un loyer fixé une fois pour toutes à 60 francs par hectare exploité. Cette plantation, alors la plus grande du monde, reçut pour commencer 9 millions d'EVA du Brésil dans l'attente de l'exploitation d'une pépinière sur place de plusieurs milliers d'hectares. Ainsi, à la fin de la guerre, le Liberia couvrait déjà 25% des besoins des Alliés en caoutchouc. Aujourd'hui encore, Firestone détient le monopole de l'exploitation de caoutchouc dans le pays. La Bank of Monrovia, seule institution bancaire jusqu'à un passé récent, est une filiale de la Firestone qui, finalement, pour résumer tout, y donna le ton aux grandes affaires US au Liberia.
L'influence économique absolue de l'Amérique sur la première république noire se traduisit aussi par quelque chose d'autre. On la retrouve dans l'exploitation des ressources minières. Les droits d'extraction de fer de la montagne de Bomi Hills furent exclusivement accordés à une filiale de l'US Steel, par l'entremise de la Liberian Mining Company, mise sur pied en 1945. Alors que cette énorme montagne est maintenant quasi vidée de son minerai, la LAMCO, Liberian American Swedish, société dans laquelle prédominent les intérêts US, exploite encore le fer du côté libérien du gigantesque mont Nimba. Le Liberia tire ses ressources financières à 82% de l'exploitation de ses mines de fer. Il passa 90% de son commerce extérieur avec les États-Unis d'Amérique, et par sa monnaie, le dollar, Monrovia avait servi pendant longtemps de base aux investissements américains en Afrique de l'Ouest. De 2 millions de dollars en 1937, les exportations de ce pays passèrent en 1962 à 37 millions sur lesquels 2 tiers étaient fournis par le caoutchouc. Malgré que les Américano-libériens, c'est-à-dire les descendants d'esclaves, aient été pratiquement refoulés des USA, leur sentiment une fois en terre africaine du Liberia n'en fut pas moins, et on l'imagine facilement, celui d'un homme au terme d'une extraordinaire odyssée entreprise en quête de liberté perdue. Aujourd'hui, le Liberia est un grand pays qui abrite un grand peuple. Cependant, avec le recul du temps et étant donné sa place dans l'histoire du continent, on se demande si la création de ce premier État noir n'avait pas en fait une double mission. Délester les USA ainsi que nous l'avons dit, et illustrer aux yeux du monde la thèse raciste selon laquelle il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais quelque chose approchant au sens européen, un bon gouvernement des pays tropicaux par les originaires de ces régions. En effet, les résultats obtenus dans divers domaines au Liberia ont servi très souvent de référence à ces hommes de mauvaise foi qui, détestant la race noire, se livrent à des déclarations non fondées, dans le but de justifier sa soi-disant infériorité. L'État en question a été fondé pour des Noirs américains qui n'avaient gardé de leur origine africaine que la couleur de la peau, et qui ont été préparés sur tous les plans pour s'opposer à leurs frères autochtones de l'arrière-pays. Des armes leur furent données pour combattre ces derniers, qui étaient présentés comme étant de plusieurs degrés inférieurs aux Américano-libériens. Sir Alan Burns, ancien gouverneur et commandant en chef de la Côte de l'Or, actuel Ghana, rappelait que le Libérien civilisé ne manque pas de dire indigène en parlant des autochtones et qu'au surplus la distinction est officiellement admise. Donc, au lieu de les abandonner à l'exacte idée de leur longue infortune, on leur a demandé de transporter les valeurs de la civilisation élue sur les côtes de l'Afrique où, selon W.H. Macmillan, les institutions de l'Africain ont fait faillite en tout, n'ont pu apporter une contribution à cette somme des réalisations humaines que nous appelons civilisation, ne savent même pas assurer les nécessités les plus élémentaires de la vie. Après les affrontements sanglants, qui étaient prévisibles, et qui continuèrent jusqu'en 1915, voilà à titre d'exemple ce que disait le vice-consul Ridings, à propos des atrocités commises par les troupes américano-libériennes armées de fusils et de canons contre les Crows qui ne possédaient que des lances et des couteaux. La responsabilité des événements qui se sont déroulés ne peut être rejetée que sur le gouvernement libérien, lequel en l'occurrence a montré sa parfaite incapacité à administrer le territoire. Les fonctionnaires libériens chargés de cette tâche ne possèdent ni intelligence, ni expérience, ni les qualités morales requises. Pour le Dr Albert Schweitzer, ce que veut dire indépendance ou self-gouvernement pour les peuples primitifs s'apprécie à la lumière du fait qu'au Liberia, République noire, l'esclavage domestique et, chose bien pire encore, les transports forcés des travailleurs dans d'autres régions se poursuivent de nos jours. Le Liberia n'a pas été seul à jouer un tel rôle, c'est-à-dire celui de coin d'une expérience mal conduite. Il y a eu également l'archipel des Antilles où les peuples des Caraïbes furent remplacés par des Noirs assortis de mulâtres puis, bien entendu, d'un certain nombre de Blancs propriétaires de plantations et maîtres de la place pendant longtemps. À leur sujet on a dit aussi beaucoup de choses, tout invraisemblables et contraires à la vérité. Le professeur L. Stoddard affirme à propos de la vie des Noirs à Haïti et en Guyane, qu'ils y sont rapidement retournés à des conditions de vie rappelant leurs foyers ancestraux d'Afrique occidentale et du Congo. Pour El Giraga, le Noir antillais est porteur de tous les défauts attribués en bloc à sa race. Il volait,
Il était sot, équivoque, incapable, irresponsable, paresseux, superstitieux et s'abrutissait dans les excès sexuels. Tout ce qui s'est passé au Libéria depuis sa fondation sur le double plan social et politique, et ayant quelques liens avec les relations entre américano-libériens et autochtones, a été voulu et entretenu par les milieux d'affaires étrangers. Dans tous les pays, l'industrialisation exige un personnel qualifié et par conséquent un certain niveau dans l'éducation. Au Libéria, la priorité des emplois valables était d'abord, pour ne pas dire exclusivement, réservée jusqu'à un avenir récent dans les secteurs industriels et miniers, détenus par ces milieux, aux Libériens de souche américaine. Il n'y a pas longtemps, au moment où les Libériens étaient au nombre de 1,5 million, les Américano-Libériens contrôlaient 60,4% du revenu national. Quant aux autochtones, environ 75% de la population au même moment, ils se contentaient d'une agriculture traditionnelle n'intervenant que pour 10% dans le produit national brut, tandis que le secteur minier seul, où il joue un rôle marginal, entre pour 37,5% dans le PNB. À cause de ces manœuvres orchestrées de l'extérieur, on peut dire sans risque de se tromper qu'il existait dans le plus vieil État indépendant d'Afrique noire, deux sociétés qui ne s'étaient ni comprises ni mêlées réellement. Tous les fils d'Afrique ont le droit, que confère la fraternité de la communauté de destin, de dire ce qu'ils pensent de l'expérience de cet État, mais c'est aux Libériens qu'il appartient de dire le dernier et vrai mot de l'histoire de leur pays. Ils peuvent affirmer avec plus de vérité si le régime afro-américain a, en un siècle et plus, donné au pays le rang et le prestige d'une nation de premier plan en Afrique, ou s'il n'en a pas été ainsi. Ce qui est sûr, c'est que les acteurs et victimes de cette épreuve ont tous subi ce que les autres ont voulu faire de leur pays depuis l'arrivée des premiers contingents noirs américains. Et les uns et les autres sont liés par une fraternité qui n'est pas un vain mot à nos yeux, peu importe que les premiers soient venus du nord ou du sud et que les seconds soient nés là ou pas. Les Américano-Libériens ont derrière eux une histoire qui, comme on vient d'en dire quelques mots, est une tragédie totale. Elle appelle cette sorte de compassion mêlée à de l'admiration au bout de laquelle on perçoit les héros que l'on finit par admirer et aimer. En effet, leur aventure leur a été imposée gratuitement. Au bout du compte, nous sommes tous responsables dans une certaine mesure de ce qui est arrivé à leurs ancêtres. Oui. Nous, à travers nos aïeux et surtout à travers ceux qui furent plus responsables que tout, les chefs et roitelets de ce temps. Par faiblesse ou par égoïsme, ils vendirent les meilleurs fils du pays aux détracteurs et à l'envahisseur. Et lorsqu'on veut amoindrir leur culpabilité, on dit qu'ils étaient faibles. Je ne leur trouve aucune excuse. Il leur restait une carte capitale, et ils ont eu peur de la jouer. Mourir avec leurs frères pour préserver l'intégrité morale de leur race et non de favoriser le départ des leurs dans la honte définitive. Ceci aurait été un choix difficile, mais sublime et préférable au reste. Ceci aurait été le symbole de la dignité humaine et de la grandeur. Le rôle premier du roi, c'est de sauvegarder par tous les moyens les intérêts de ces hommes et l'intégrité du pays. Le premier de ces intérêts est la sauvegarde de la dignité. Si le prince est victorieux parce qu'il vainc ses ennemis, il est héros, s'il meurt au combat et dignement parce qu'il est faible, il est encore un héros. Et Samori Touré, et Alpha Yaya Diallo et d'autres le furent ainsi. Mais lorsqu'il se met à vendre les fils de son peuple contre des ornements ou des chiffons ou contre quoi que ce soit d'autre, alors et sans transiger, on doit l'enterrer vivant et rayer son nom de l'histoire de la patrie parce qu'il aura trahi la mission du chef d'abord, ensuite celle de l'homme tout court, celle qui consiste à préserver l'équilibre du genre humain à travers celui sacré des siens. Notre dette envers les Noirs d'Amérique est énorme. Quel que soit le lieu où ils reviennent en terre d'Afrique noire, ils devraient être regardés comme en ayant ce plein droit qui appelle de notre part un soutien sans réserve. La seule erreur qu'ils devraient éviter de faire à leur tour est de croire un seul instant qu'ils valent quelque chose de plus que leurs autres frères. Au Libéria, cela ne fut pas évité parce qu'au commencement il fut dit et rabâché aux Américano-Libériens que le contact de la civilisation occidentale avait fait d'eux des citoyens supérieurs à ceux restés au pays. C'était un leurre dramatique derrière lequel ils devraient percevoir la fraude, le mépris et ne pas oublier que la même civilisation leur avait enlevé au départ le droit d'être des hommes à part entière. Ils ont mordu à cet appât,
et au lieu de collaborer avec les frères de l'arrière-pays pour construire une seule nation libérienne, la main dans main, ils ont joué le jeu de ceux qui les ont toujours exploités en riant dans leur dos. Résultat, la compréhension et la nécessaire concorde avaient été entamées et les deux parties sont sorties perdantes du scénario monté à leur issue. En conclusion, ceux qui ont fondé le Liberia avaient voulu des relations mauvaises et tendues entre américano-libériens et autochtones. Ils ne firent rien pour rapprocher les deux communautés qui avaient tout pour se retrouver, pour construire le Liberia indépendant ensemble, et pour regarder l'avenir avec les mêmes espoirs. C'est à cela qu'il faut imputer l'essentiel de la responsabilité de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui les difficultés de manque d'assimilation réciproque entre les deux communautés d'un même pays. Il ne s'agit peut-être plus pour nous Africains de voir les choses en termes de rancœur ou d'exiger des réparations, ou encore d'entreprendre de venger quoi que ce soit, ce serait une forme d'erreur également grave. Mais il est utile de laisser voir que tout le monde sait ce qui s'est passé, et qu'à la limite, nous savons qui est réellement responsable de tout. De 1944 à 1971, le pays fut gouverné par le président William V. Tubman. Il fut remplacé à la tête du Liberia par son vice-président William Tolbert. Tous deux étaient liés à la souche américaine. Les Libériens de l'intérieur qui, depuis toujours, guettaient la direction du pays y arrivèrent par le coup d'État militaire du sergent-chef Samuel Kanyondo en 1980. Cet événement qui porta Do au pouvoir fut particulièrement cruel et triste par l'élimination physique impitoyable de Tolbert et de toute son équipe gouvernementale. En 1984, une constitution fut approuvée par référendum prévoyant le retour à un régime civil, mais Do refusa de la mettre en application. La guérilla se développa dans le pays, conduite notamment par Charles Taylor et qui aboutit à la guerre civile. Samuel Doe fut tué en 1990 au cours de violents combats, et en 1991 une force ouest-africaine d'interposition fut déployée au Liberia. En 1996, le conflit prit fin. En 1997, Charles Taylor devint président du Liberia, mais il finit devant la Cour internationale de justice de La Haye, accusé de crimes contre l'humanité pour ses relations avec la rébellion en Sierra Leone voisine. Chapitre 2 – Racisme et domination. Aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la force, et il y a de la place pour nous tous au rendez-vous de la victoire. Aimé Césaire. 1. Le racisme, une formule pour étouffer les plus faibles. Le monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va, et parce qu'il devine que s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe. V.G. Destin. Le terme racisme désigne d'une façon générale la doctrine selon laquelle l'espèce humaine se compose de groupes différents dont les traits biologiques influencent le comportement dans les domaines comme la couleur de peau, la forme du nez, la position des yeux, et qui, selon le Grand Larousse encyclopédique, attribue une supériorité à une race sur les autres. Autrement dit, le racisme proclame qu'il existe une hiérarchie des races au plan biologique et psychique avec des conséquences matérielles. Quant à la ségrégation, synonyme de discrimination raciale, elle consiste en la séparation imposée et maintenue de force des groupes raciaux qui composent la population d'un même pays. F. Manetta affirme que le développement du cerveau serait arrêté chez le noir par la fermeture prématurée des sutures crâniennes et la pression latérale sur l'os frontal, ce qui expliquerait sa prétendue infériorité intellectuelle sur les autres peuples. Le concept de racisme est souvent sujet à des interprétations et déformations parfois très éloignées de cette position de départ. Les discriminations et manifestations de désaccord entre les groupements ethniques à l'intérieur d'une même race sont couramment considérées comme du racisme. Ces écarts sont l'expression de ce que le racisme originel prétend que les différences biologiques sont assorties d'une hiérarchie dont le sommet de l'échelle est occupé par la race la plus claire, c'est-à-dire la race blanche, et le pied de la même échelle occupé par la race la plus sombre, la race noire. Détentrice de la civilisation supérieure, et victorieuse depuis toujours dans tous les combats qu'elle a livrés contre les autres peuples, la race blanche d'après les idéologies racistes est celle du peuple élu, tandis que les noirs, eux, produits du péché, pour reprendre un terme de l'Église hollandaise réformée, sont des êtres maudits, faits pour être dominés,
pour être vaincus et asservis définitivement par les hommes au teint plus clair, en particulier par les Blancs. Telles sont les données sur lesquelles repose cette théorie qui affirme que les Blancs devraient toujours se conduire, en tout lieu, en maîtres autorisés à se tenir sur les épaules des peuples au teint sombre. Le sentiment de supériorité éprouvé par les Blancs qui croient en cela, ainsi que tous les corollaires qui s'y rattachent, sont donc postérieurs aux prétendues victoires militaires, politiques et surtout économiques, remportées par eux, tout le temps sur les autres hommes. Cela revient à dire que si les Noirs ou un autre peuple avaient été des héros au départ, c'est-à-dire des vainqueurs permanents dans les conflits armés, dans les compétitions économiques et autres, ils auraient bel et bien pu, suivant cette logique, se considérer comme représentants de la race choisie. Cela signifie qu'à leurs yeux, c'est la raison de la différence des niveaux de développement dans différents domaines qui engendre le sentiment de discrimination raciale. Il revient donc au même de reconnaître que le développement inégal de différentes races est le produit de l'histoire et non de la nature, et que seul ce développement est à la base des positions ségrégationnistes. Il n'est pas rare de constater l'existence à l'intérieur d'une même nation des tendances discriminatoires entre des groupes régionaux, et qui frisent le racisme pris au sens courant. L'idée de la supériorité de la race germanique, émise pour la première fois par le diplomate et écrivain français Joseph Arthur Gobineau, auteur d'un essai sur l'inégalité des races humaines, va dans le même sens. Les Noirs et les Blancs ainsi que les autres peuples n'échappent pas à la règle. Les conséquences qui ont découlé des passions suscitées par ces idées telles que Hitler et son parti national-socialiste les ont développées sont bien connues. Elles ont conduit à la haine pour perturber la raison et l'ordre humain. En somme, on retient qu'au commencement du racisme il y a le complexe, résultat de l'infériorité matérielle et économique des uns sur les autres. Le reste n'est qu'un ensemble de conséquences développées à dessein par ceux qui occupent des positions privilégiées, qu'ils voudraient conserver éternellement. Entretenu par ce complexe, le racisme se manifeste sous des formes plus ou moins larvées entre toutes les races, principalement entre les peuples de couleurs différentes, entre asiatiques et noirs, entre arabes et asiatiques, entre arabes et noirs. Mais la manifestation la plus virulente, et de loin, la plus grave sur tous les plans, se produit dans les relations entre blancs et noirs. Ce sentiment est maintenant si puissant que lorsqu'on parle aujourd'hui de racisme, on commence par penser à la différence entre ces deux races. À l'opposé de tout cela, l'archéologue britannique Gordon Childe pense lui que le développement social d'une population est sans rapport avec son développement biologique. Cela signifie que toutes les théories racistes connues jusqu'à ce jour ne constituent qu'une plaisanterie ou une manifestation de haine destinée à assurer la suprématie des uns sur les autres dans le but unique de préserver des avantages matériels assortis de positions politiques, stratégiques et diplomatiques confortables. Dès qu'un homme réalise une différence matérielle et économique en sa faveur par rapport à son semblable, la tendance générale ou sa réaction première est de vouloir maintenir l'avance ou de vouloir accentuer cette différence. Pour obtenir le résultat le plus durable dans ce sens, ceux auxquels les circonstances de l'histoire assurent une position privilégiée ont arrangé des situations tendant à asservir définitivement les autres, c'est-à-dire ceux qu'ils ont vaincus dans le passé. Et c'est pour cela que la notion de hiérarchie innée dans les races a été inventée, c'est-à-dire arrangée rien que pour mater l'esprit des plus faibles. Les raisons du racisme sont donc, nous le répétons parce que nous y croyons fermement, essentiellement matérielles, stratégiques et économiques. Et maintenant, la question qui reste posée est de savoir comment expliquer les inégalités primaires qui ont conduit aux excès de toujours et surtout à ceux du présent. Elles étaient peut-être un accident dont les bénéficiaires ont titré, ou tirent encore des avantages prolongés. La réponse est complexe, nous le savons. Mais nous sommes convaincus aussi fermement que ce n'est pas la différence des couleurs de peau qui donne à ces avances l'explication la plus convaincante. Plusieurs théories que l'on peut difficilement accepter ont été judicieusement élaborées pour soutenir la thèse de la supériorité absolue et originelle de la race élue, et pour baver sur les Noirs qui seraient faits par le Créateur pour tenir le bas de l'échelle dans la valeur des peuples. Ces considérations proclament que ces derniers sont faits pour être méprisés tout le temps et en tout lieu, sans motif ni explication solide. La revue germanique, la religion nationale de l'Allemagne, rapporte que la race blanche doit dominer. Les peuples teutons sont purs.
Le nègre est inférieur et le restera. L'homme blanc le plus bas sera toujours plus que l'homme noir le plus élevé. Tout cela est la preuve des desseins de la Providence. Il est évident selon L. Stoddard que la race noire constitue la branche la moins avancée du genre humain. Un autre ajoute que l'homme noir n'a rien donné au monde. Ses mains n'ont pas édifié de monuments durables, sauf quand il y a été forcé par l'énergie d'autres races. Les Noirs ont démontré au cours des âges qu'ils constituent un type stationnaire, et n'ont pas l'énergie nécessaire aux initiatives et au progrès. Le Noir manque d'esprit de suite et de stabilité. Je suis certain, déclare MC. Lévis qu'un Noir, à moins d'avoir un intérêt à dire la vérité, ment toujours, affaire de ne pas en perdre l'habitude. On a dit tellement de choses du genre, et de plus grossières encore, qu'il est difficile et même impossible de croire que sur ce plan ou dans d'autres domaines, la bonne foi ait trouvé sa place en des auteurs de théories aussi chargés de haine, de mépris et établis sur la base de jugements aussi dépourvus d'objectivité. Leur fantaisie est établie, leur fragilité est évidente et l'absolue duplicité qui les caractérise ne cesse de révolter la conscience libre. Il ressort de la confrontation de ces théories des contradictions indiscutables. En première position, il y a lieu de se demander si les hommes qui parlent ainsi au nom de la civilisation occidentale sont, même au sens bourgeois, réellement et vraiment civilisés. La civilisation occidentale repose, théoriquement tout au moins, sur l'humanisme philosophique, sur l'universalité chrétienne et le rationalisme scientifique. Ces principes sont tous ignorés et bafoués par leurs considérations et leurs comportements. En Afrique du Sud, c'est à peine si les cruels constructeurs du régime le moins civilisé, le plus égoïste, le plus sauvage et le plus barbare du monde, ne se montrent pas bornés au point de dire que Dieu a créé la race noire parce que le bourg l'a voulu ainsi. En tout cas, John Vorster pense que les Noirs sont incapables de rien faire sans les Blancs, et que l'apartheid, le plus bel ouvrage exécuté par l'architecte des siècles, selon lui, doit vivre pour que vive en Afrique du Sud la civilisation du peuple fait pour être en avance sur les autres. A. Grenfell Price avait dit un jour que le rendement des Noirs antillais était si bas qu'il avait fallu songer à faire venir de la main-d'œuvre européenne pour les travaux du canal de Panama, et que le rendement de ces Européens s'avéra 3 fois plus important. D'un autre côté, Jean-Alain Lessourd, parlant du processus d'usurpation des terres par les Blancs en Afrique du Sud, écrit « Après avoir acquis des terres, les colons ont pensé que le travail de la main-d'œuvre blanche signifierait incompétence, paresse et grosses dépenses. Aussi décida-t-on d'utiliser les esclaves noirs. Enfin, on peut se demander pourquoi tant d'efforts pour accumuler tant de mensonges et d'injures à l'encontre des Noirs. Est-ce la manifestation d'un instinctif dédain, expression d'une répulsion physique ? Ou est-ce simplement la recherche du vrai dans un cadre scientifique ? On ne saurait répondre à la première question par l'affirmative. Sinon, comment justifierait-on dans ce cas le fait que les plus grands racistes, en Afrique du Sud, en Amérique, ou aux colonies, aient pu de tout temps accepter des Noirs comme des cuisiniers et garçons de service dans leurs familles et même dans des restaurants interdits à la clientèle de leur race ? I.C. Brown disait que si la répulsion pour la couleur est le motif de l'exclusion, il est étrange que les domestiques qui portent les plats et entrent en contact avec les clients blancs de façon plus étroite que ne pourraient faire d'autres clients, ne soient pas eux exclus. Le fait que certains Noirs détestent les Blancs, rien que pour leur race, leur manière, leur allure physique et leur odeur fétide d'errance de peuples carnivores de l'Ouest, ne suffit pas non plus pour justifier un tel instinct. Il a été établi d'autre part par les théories scientifiques les plus solides, que le Noir n'est de toute évidence ni déficient, ni mentalement inférieur, ni inapte au progrès, et que beaucoup de choses dites à son sujet ne sont que des constructions de l'esprit de domination. Selon le rationalisme scientifique, biologiquement et intellectuellement tous les hommes ont les mêmes possibilités. Le mélange de races, comme en témoigne le Brésil, ne constitue nullement une déchéance. Cicéron, homme politique romain, disait que d'humain à humain il n'existe pas de différence essentielle. En fait, toute créature, de quelque race qu'elle soit, peut atteindre à la vertu. Le fond du problème est, comme nous l'avons dit, uniquement économique. La conquête de l'Amérique, la traite, le partage de l'Afrique, tout cela fut entrepris pour des raisons économiques, pour développer le commerce et la richesse des nations blanches, dans un cadre de volonté de domination, d'oppression et d'exploitation coloniale. Le préjugé de race avec ses conséquences déplorables pour ne pas dire catastrophiques,
a lui aussi été érigé en doctrine brutale pour les mêmes raisons. La mission à peine dissimulée consiste à mater l'esprit des hommes de couleur en général, et celui du noir en particulier dans le but de stimuler l'exploitation de leurs terres, de réduire leur énergie intellectuelle et de leur fermer tout accès à la position privilégiée de la race blanche. Voilà tout. Le reste n'est que décor et arrangement. De l'avis de l'écrivain et homme politique martiniquais Aimé Césaire, aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la force, et il n'y a de la place pour nous tous au rendez-vous de la victoire. Pour le professeur J.B. Grégory, le progrès de l'humanité est entravé par la marée montante du préjugé de couleur. Autrement dit, ce sont des considérations de couleur qui ont fait perdre à l'unité des hommes cet équilibre dont on s'éloigne chaque jour et dont nous avons tant besoin. Michel Leiris, du Musée de l'Homme à Paris, reconnaît qu'il n'y avait pas de discrimination raciale véritable avant le fait colonial, et ajoute en substance que le tableau ne commence à changer que lorsque s'ouvre la période d'expansion coloniale des peuples européens et qu'il faut bien trouver une justification à tant de violence et d'oppression, décréter inférieurs ceux dont on faisait des esclaves ou dont on exploitait le pays et mettre au ban de l'humanité les populations frustrées. L'aversion du blanc pour le noir ne se manifeste avec violence que dans un contexte faisant apparaître une forme quelconque de rivalité, surtout économique entre ces deux races. Le blanc se plaît à traiter le noir, même le plus cultivé, comme un ridicule gros bébé, ignorant et égaré. Tant que celui-ci accepte de jouer le jeu de cette manière, tout se passe bien et les deux hommes sont amis. Mais il suffit que le second réagisse et commence à s'élever au-dessus des limites permises de sa condition de primitif, pour que le brave Européen se mette à le détester immédiatement sans autre motif, et la rivalité commence. Dieu a mis le noir à une place, l'enfer. Pour que l'ordre divin soit respecté et gardé, il doit savoir conserver sa place et ne pas prétendre à un rang qui lui est refusé au départ par la Providence. Telle est la théorie que le blanc, un certain blanc, commencera alors à développer pour justifier sa stupidité. Des exemples variés qui peuvent être tirés de l'histoire en ce qu'elle a de distingué dans l'aventure de l'humanité ou du fait divers, illustrent ce point de vue. Les courtiers noirs de la traite négrière étaient traités avec beaucoup de considération par les trafiquants d'esclaves, car ils constituaient alors un élément essentiel du développement de leur commerce et de leur économie. En Afrique du Sud, le système d'apartheid a été institué rien que pour écarter la concurrence entre blancs et non-blancs et la remplacer par une domination des premiers par les seconds. En 1959, pendant que nous étions dans une école professionnelle de province dirigée alors par un Français et où enseignaient des professeurs nationaux guinéens, nous avions constaté que le directeur, très aimable et apparemment fort gentil pour les manœuvres, cuisiniers, plantons et garçons de laboratoire, également tout guinéens, était particulièrement hostile aux jeunes cadres africains. Parmi ceux-là, il y en avait un dont il disait toujours beaucoup de mal. Les élèves avaient fini par comprendre que la gentillesse pour les premiers qu'ils prenaient pour de grands enfants n'était qu'une moquerie insolente, tandis que les autres étaient à ses yeux, comme aux yeux de tout colonialiste français, responsable direct ou indirect de la prise de conscience qui avait conduit notre pays à son indépendance une année plus tôt. Celui des professeurs guinéens qui étaient devenus sa cible privilégiée du nom de Sidi Diarra, était aussi responsable local du parti politique le RDA, artisan de l'indépendance dans le mouvement national de jeunesse et était tout indiqué pour lui succéder, le moment venu, à la tête de l'établissement dans la perspective d'une légitime africanisation des cadres. Cette éventualité le gênait terriblement, et il en souffrait manifestement. Leonard Barnes, analysant l'attitude des fonctionnaires britanniques face aux indigènes des colonies, révèle lui aussi qu'en règle générale les Anglais se comportent avec plus de confiance lorsqu'ils sont au contact de peuples au stade tribal que lorsqu'ils ont affaire à l'élite africaine, car avec les premiers il n'existe aucune forme de concurrence pouvant les déranger. L'hostilité des Blancs envers les évolués est, comme on le voit, une manifestation du caractère intéressé du problème racial. Le raciste ne dédaigne donc pas le noir pour des motifs de couleur, mais pour des raisons qui se situent au niveau des intérêts d'un genre différent. Tout ce qui s'est passé ou qui se passe aux USA et en Afrique du Sud
est une éloquente illustration de cette opinion. Et puisque nous parlons d'Afrique du Sud, rappelons ces mots, extraits d'une interview de M. Stridom qui fut Premier ministre de ce pays de 1954 à 1958, interview accordée à la presse parisienne en 1957. Jusqu'à 30 ans de cela, la survivance des Blancs en tant qu'entité séparée ne posait pas de problème réel. Car les non-Blancs étaient un peuple primitif, et il était facile aux Blancs de maintenir sa position de dirigeant du pays, mais depuis, les non-Blancs ont évolué peu à peu. En conséquence, la seule solution pour donner une issue à leurs aspirations politiques et en même temps préserver la suprématie des Blancs est d'appliquer une politique de développement séparée, c'est-à-dire l'apartheid. En clair, si les Bantous étaient restés à leur stade primitif, il n'y aurait eu aucune raison de se mettre à conjuguer tous les verbes qui se manipulent à longueur de journée sur les excès du racisme sud-africain, car toute la conduite de ceux qui subissent ces excès serait conforme aux souhaits de leurs oppresseurs. La meilleure réponse à toute cette fantaisie est donnée par M. André Gide lorsqu'il déclare que « moins le blanc est intelligent, plus il trouve les noirs bêtes ». 2. La ségrégation raciale aux États-Unis. Il n'est plus une seule souffrance isolée, une seule torture qui ne se répercute dans notre vie de tous les jours. Albert Camus. Le racisme aux USA est un corollaire ou une conséquence directe de l'esclavage. C'est ce qui explique que le sud de ce pays ait été le siège des formes les plus odieuses de la discrimination, même si celle-ci avait existé d'une façon générale dans tout le pays. Elle a été appliquée de façon systématique dans les domaines des droits politiques, civiques et sur le plan capital de l'éducation, pour étouffer la communauté de souche africaine. Les Américains d'origine africaine ont été longtemps privés, jusqu'à une date récente, du droit de vote malgré que celui-ci leur eût été accordé théoriquement par les clauses du 15e amendement à la Constitution des États-Unis, et malgré l'existence de ces termes dans la Déclaration d'indépendance. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes ces vérités. Tous les hommes ont été créés égaux. Ils ont reçu du Créateur des droits inaliénables, parmi lesquels figurent le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit de poursuivre le bonheur. Face à ces dispositions de la Déclaration, Lord Balfour proclama en 1919 à la Conférence de la paix à Versailles qu'il était exact dans un certain sens que tous les hommes d'une nation déterminée avaient été créés égaux, mais qu'il n'était pas exact qu'un homme de l'Afrique centrale le fût d'un Européen. En 1857, la Cour suprême des USA ajouta que la référence aux droits de l'homme de ce texte ne devait pas être interprétée dans un sens applicable à tous les êtres humains. Les auteurs de la déclaration ne pouvaient pas avoir eu l'intention de faire figurer parmi les peuples se déclarant pour l'indépendance les représentants de cette race africaine asservie. Ces propos, rapportés par Sir Alan Burns, furent tenus au sujet de l'affaire de l'esclave noir Dred Scott. Le président de la même Cour suprême parlant des Noirs disait à cette occasion que de telles personnes ont été estimées indignes d'être associées à la race blanche, que ce soit sur la plan social ou politique, et réputée si inférieure qu'elle ne possède aucun droit qu'un homme blanc soit obligé de respecter, ni que le noir puisse valablement et légalement faire valoir en vue de la réduction de sa servitude. Cette opinion étant actuellement, si universellement établie parmi les citoyens civilisés de race blanche, est considérée comme un axiome aussi bien du point de vue moral que politique, personne ne peut songer à en discuter, ni supposer qu'il en puisse être discuté. Plus d'un siècle après sa proclamation, la déclaration d'indépendance restait non applicable aux Noirs. Et on rapporte qu'une indignation a été soulevée sur toute l'étendue des États-Unis, lorsque le président Theodore Roosevelt invita à déjeuner le Dr Booker Washington, à la Maison-Blanche. Le Dr Washington était à l'époque président de l'Institut Tuskegee, et un des esprits les plus distingués d'Amérique, mais c'était un nègre. Pour un pays dont la Constitution proclame les principes de liberté et l'égalité des citoyens, on est en droit de se demander quel peut être le fondement d'une Cour suprême et d'une justice qui entérine officiellement la discrimination raciale comme ce fut le cas en 1896 aux États-Unis. Le président John F. Kennedy disait en 1963 encore que dans trop de régions du pays, les citoyens noirs souffrent d'injustices auxquelles la loi ne prévoit aucun remède. Tous les textes d'application de la Constitution ont été arrangés,
principalement dans le Sud, pour en biaiser l'esprit et pour asseoir l'interdiction des urnes aux citoyens noirs. En manière de parenthèse, rappelons que la dynamique contribution du président Kennedy à la déségrégation raciale dans son pays est l'un des faits politiques les plus distingués du siècle. Ses prises de position et la fermeté qui ont été un aspect du combat lui ayant assuré le grand prestige international que nous connaissons, ont été également des faits remarqués. Le 12 juillet 1963, Ross R. Barnett, alors gouverneur du Mississippi, déclara devant le comité de commerce du Sénat que le président et son frère Robert Kennedy, alors ministre de la Justice, favorisaient une conspiration communiste visant à diviser et à conquérir les États-Unis en fomentant la lutte raciale, au lieu de renforcer inconditionnellement la domination des Blancs. Les propos du président sont donc conformes à la grandeur qu'il a incarnée et pour laquelle, grand ou petit, nous sommes tenus de lui rendre hommage et de respecter sa mémoire. Sur le plan social, pour revenir à la situation des Noirs américains, les choses étaient aussi dramatiques. Dans les rues, sur les places publiques, ils ont été offensés, humiliés, méprisés, ridiculisés, brimés de toutes les manières. Ce que nous venons de dire à propos de grands documents officiels montre comment ils étaient sans recours devant les tribunaux. De ce manque de recours, l'histoire nous fournit quantité d'exemples et de manifestations. En déplorant cette situation, le président Kennedy déclarait encore quelques mois avant sa tragique disparition que les Noirs se voient refuser l'égalité des droits. Le droit de prendre leur repas dans un restaurant ou dans un bar ou d'aller au cinéma, alors qu'ils présentent les qualifications requises. Non content de l'avoir relégué au rang de personne marginale ou issue, selon son point de vue, d'une race paresseuse, ignorante, criminelle, le raciste blanc provoque le noir et l'agresse sans le moindre motif en plus de tout ce qui a été dit et fait contre lui. Il prétend aussi que le sang noir porte une espèce d'obsession sexuelle forcenée, qui paralyse son énergie et étouffe ses initiatives. La seule réponse à de telles allégations amène à rappeler que les pratiques pornographiques sont inconnues chez les Africains, et que la pudeur y est de rigueur. Elle occupe une place de choix dans nos systèmes de société, et dans tous nos principes éthiques. Plusieurs exemples attestent que le noir est capable de retenue volontaire dans ce domaine, comme tout autre être humain normal et n'est pas plus enclin à la sexualité que le blanc. Un Américain qui déplorait la force du libertinage dans son pays disait qu'aux USA tout ce qu'ils vendent, tout ce qu'ils portent sur eux, prend une signification sexuelle. La sexualité, ajoute-t-il, a tout envahi, à commencer par la question raciale. Un journaliste rapporte que dans le sud des USA, le blanc paraît incapable de s'en tenir à ses propres lois et coutumes qui interdisent les rapports sexuels entre les deux races. Il viole les femmes noires. Les relations entre une haute personnalité de ce pays et Sally Heming nous offrent un exemple d'un intérêt évident et même historique. Je liais en 1967 dans la revue Constellation. Une histoire qui présentait un jeune noir de 18 ans dans une tragicomédie orchestrée dans un motel de Floride, par sa patronne, une blanche de 53 ans qui l'avait engagé pour une semaine. Voilà comment le jeune homme raconte sa mésaventure. Il y avait à peine 3 jours que j'étais là quand la patronne est montée une nuit dans ma chambre, m'a raconté qu'elle m'aimait et a voulu savoir si j'éprouvais le même sentiment pour elle. J'ai secoué la tête et lui ai répondu « Ben non mam, je ne peux pas dire que je ne sens rien de pareil. » Alors elle n'a pas insisté, et elle est sortie. Et moi je me suis dit « Non vieux, dès la fin de la semaine tu feras bien de foutre le camp d'ici à toute allure. » Mais je n'ai pas pu m'en tirer si facilement. Le lendemain, pendant que je bricolais dans la cour, voilà qu'elle m'appelle de sa chambre. « Viens tout de suite, j'ai un travail urgent à te faire faire. » Ma foi, j'ai laissé tomber mon boulot et je suis montée. Quand je suis arrivée sur le palier où donnait sa chambre, bon sang. Les yeux me sont presque sortis de la tête. Elle était couchée sur le lit, son corps blanc nu comme un verre. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai descendu les marches de cet escalier en 4e vitesse. Mais avant que je sois arrivée en bas, elle était sur le palier et elle m'a crié « Si tu t'enfuis, je vais me mettre à hurler et je vais raconter que tu as voulu me violer. Tu vois, il vaut mieux que tu remontes. » J'étais coincée. À partir de ce moment-là, elle est venue me trouver dans ma chambre presque tous les soirs. J'ai essayé de ficher le camp à plusieurs reprises, mais chaque fois elle m'a averti que si je m'en allais,
elle déchirerait ses vêtements puis raconterait que je l'avais violée et que c'était pour ça que j'étais partie. Entre cette dame et sa victime, les positions sont nettes. Et si, comme cela se passe dans l'esprit du raciste blanc, on doit se livrer à une généralisation hâtive des comportements, on n'éprouverait aucun embarras à affirmer que l'attitude de cette femme ou celle des Blancs du Sud qui violent les Noirs contrairement à leurs lois est caractéristique de la race blanche. Ce qui serait naturellement inexact. Or, c'est précisément la démarche suivie par les défenseurs des préjugés raciaux. La simple constatation d'un défaut sur un homme de couleur déclenche chez ces Blancs un processus qui conduit à une qualification en bloc des membres de sa race, et ils n'adoptent pas la même attitude vis-à-vis des personnes de leur race. L'existence de Noirs paresseux, ignorants, criminels, instables et ayant d'autres travers encore est une certitude. Mais la conclusion selon laquelle ces défauts sont le propre de leur peuple est une fantaisie grotesque. On dit aussi qu'aux États-Unis, les Blancs qui pensent être sexuellement moins virils que les Noirs mettent tout en œuvre pour maintenir ces derniers dans une situation sociale médiocre, parce qu'ils souffrent d'un complexe qui leur crève le cœur et les amène à croire que le Noir aisé et en bonne forme physique risque de paraître trop avenant et peut donc être capable de leur arracher leur sœur ou les sentiments de leur propre femme. Les castrations, lynchages, électrocutions, dont les Noirs étaient victimes dans le passé auraient été motivés par cette tranquille imagination aux conséquences tragiques. Voilà une autre raison qui ajoute à la conviction que les antagonismes entre ces deux races, lorsqu'ils existent, ne résultent pas d'une répulsion physique spontanée liée à une prétendue différence de complexion ou à la couleur de la peau, mais que la lutte est bien d'ordre socio-économique. Le Noir américain Calvin C. Earnton raconte qu'une fois dans le Mississippi, un Noir avait été accusé d'avoir violé une femme blanche, à distance et par le regard. Le Noir se trouvait d'un côté de la rue, et la blanche de l'autre côté. Elle se mit à crier « Ce sale moricaud a essayé de me violer. » Mais lui objecta-t-on, « Il est sur l'autre trottoir et il va dans une direction opposée à la vôtre. » « N'empêche qu'il m'a regardé comme s'il allait me violer, » répliqua-t-elle. Le Noir fut arrêté, jugé et condamné. Combien de fois il est arrivé au Noir de voir ses marques d'attention, de sympathie et ses bienfaits dirigés vers le Blanc, récompensés par la violence, par la brutalité et le mépris. Tout cela s'est passé et se produit encore parce qu'on a dit et rabâché à l'homme, né bon et heureux, que pour la couleur de sa peau, cet autre, né lui aussi bon et heureux, doit être méprisé et combattu sans préciser toujours qu'au commencement du fait et à la fin il y a l'intérêt et la raison économique d'abord. Le reste ensuite. La certitude que faute d'un bon enseignement le Noir perd ses chances de trouver un bon emploi, amène ses détracteurs à trouver dans l'éducation un domaine privilégié pour la pratique de la ségrégation. La discrimination consiste dans ce cas à mettre les enfants de souche africaine dans des établissements scolaires séparés de ceux fréquentés par leurs compatriotes blancs. Tandis que l'enseignement est normal, d'un haut niveau et équilibré dans ces derniers établissements, les premiers le reçoivent d'abord au rabais strict et plus grave encore, il comporte dans ses objectifs la fixation de la prétendue infériorité de leur peuple par rapport à tous les autres. Afin de le maintenir définitivement dans la médiocrité et au pied de l'échelle sociale, puis dans le but de lui fermer toutes les chances d'accéder à des emplois convenables, afin de l'éloigner de la possibilité de se signaler en tant que valeur effective dans le genre humain, l'enfant noir se trouve ainsi coincé. Les crédits budgétaires américains alloués aux écoles pour enfants noirs étaient, et demeurent dans certains cas, nettement inférieurs à ceux accordés aux établissements pour leurs compatriotes d'origine européenne. En 1931 encore, 30% seulement des crédits budgétaires pour écoliers blancs étaient accordés à leurs établissements dans le sud des États-Unis, pour les mêmes effectifs. L'éducation bantoue en Afrique du Sud est une variante plus dramatique du même fait. L'expérience américaine du racisme a imposé de dures épreuves au monde, mais elle commence à être une histoire du passé. Le racisme y existe encore, mais il n'a plus la force des temps révolus. Par l'effort des hommes, blancs, noirs et autres, les choses ont évolué. Elles évoluent aujourd'hui plus rapidement qu'hier. Et finalement on se convainc chaque jour là-bas que comme partout ailleurs, mépriser son semblable ou son prochain pour la couleur de sa peau n'est pas seulement une vanité, mais une regrettable absurdité et une atteinte au devenir de l'humanité. Ce qui polarise maintenant les attentions dans le cadre de la ségrégation raciale,
c'est le drame sud-africain, imposé à tous pour les raisons économiques que l'on refuse d'avouer, et il défie chaque jour les forces progressistes du monde entier. L'Afrique du Sud doit être connue dans ses manières et ses méthodes pour être combattue pour son racisme, en tant que pays qu'on aide à insulter impunément toute la communauté humaine, et en tant que régime qui piétine tout le monde noir tout aussi impunément. Deuxième partie, le racisme sud-africain. Lorsqu'on ne trahit pas son rêve de dignité et de liberté, on perce les cœurs, on les transmute. Nelson Mandela. Chapitre 1, de la colonie à la République sud-africaine. 1. Le peuplement de l'Afrique du Sud. Il y a de petits et de grands territoires, mais non de petites et de grandes patries, chacune est une œuvre d'homme que les hommes doivent respecter. Lavis. À propos du peuplement de l'Afrique du Sud, les Blancs de ce pays prétendent encore aujourd'hui, comme depuis toujours, qu'ils sont indiscutablement les seuls premiers occupants de la place, déclarant sans hésitation qu'au moment où ils y arrivaient personne d'autre ou presque personne ne l'habitait. Sans crainte de mentir, ils affirment ce qui suit. Nous les Européens, nous en avons fait ce qu'il est, ce pays. Nous l'avons trouvé un culte. Un désert. Nous l'avons bâti seuls. Nous étions les premiers occupants, les autres, les Bantous, sont arrivés du nord par la suite. Des immigrants comme nous, mais venus plus tard et qui, eux, n'apportaient rien. Nous nous refusons donc absolument à ce que tout le fruit de notre travail depuis 300 ans tombe entre des mains noires. Hors d'Afrique du Sud, certaines personnes ont eu le courage d'écrire que cette terre a été abordée au nord par les Noirs et au sud par les Blancs à peu près à la même époque, affirmant ainsi que la grande masse des Bantous n'y serait pas arrivée sensiblement avant les Européens. D'autres ont écrit encore que c'est avec une même bonne foi que les Afrikaners et les Bantous peuvent invoquer leur priorité dans le peuplement de l'Afrique du Sud. Pour consolider sa mise en place, le régime reprend cela et le dit à tous ceux qui veulent l'entendre. En particulier, il rabâche aux Sud-Africains de toutes les origines que par un hasard providentiel, les Nguni, ancêtres des Zoulous, Xhosas et Swazi, et les Sotos, ancêtres des Tswana, Bapédis, Sotos du Sud, ont franchi le Limpopo, frontière nord de la République, au milieu du XVIIe siècle pour aller s'établir dans le courant des XVIIe et XVIIIe siècles dans le territoire de leurs actuels homelands. Lorsqu'on sait que 264 minuscules portions de terres arides composent les 10 homelands et ont été constituées au gré des intérêts économiques de la communauté blanche, on réalise comment tout, dans la bouche des Sud-Africains blancs, est une inexactitude absolue qui ne cesse de déranger la conscience. Les tenants du régime de Pretoria, en dépit des révélations les plus nettes sur ce que sont les réalités, continuent la propagation de choses que tout le monde sait fausses et contraires à la vérité. Louis Piénard, qui fut ambassadeur d'Afrique du Sud à Paris de 1975 à novembre 1979, a même écrit dans la Revue des Deux Mondes que les populations noires d'Afrique du Sud, venues de pays situés plus au nord, ont émigré vers ce qui constitue actuellement la République d'Afrique du Sud à peu près au moment où les Européens s'installaient au sud du continent. L'actuel ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Pretoria, M. Pik Botha, disait le 24 octobre 1974 devant le Conseil de sécurité de l'ONU que, vers le milieu du XVIIe siècle, les peuples blancs et noirs de l'Afrique australe convergèrent vers ce qui était alors une partie presque inhabitée du continent. M. Echel Roudy, alors qu'il était secrétaire général à l'information en RSA, donc avant de se retrouver au centre du scandale du Muldergate, écrivait le 12 août 1975 dans la Tribune internationale, du journal Le Monde que ni les Noirs ni les Blancs n'ont un droit de priorité pour réclamer comme leur l'Afrique du Sud dans sa totalité. Seuls reviennent aux uns et aux autres les territoires qu'ils ont occupés en premier. 87% du territoire sud-africain reviennent-ils, et encore pris par-ci et par-là, à la minorité blanche issue des nomades bourgs parce qu'ils les ont occupés en premier lieu? D'où peut venir une telle logique? Tout cela est loin de la vérité. Cependant, ces contre-vérités totales sont le contenu de tous les manuels scolaires en circulation dans le pays, et c'est cela que l'on enseigne aux différents niveaux de formation de la jeunesse. Le régime en a tiré aussi une avalanche de gratuite construction de l'esprit, en vue de justifier la politique du système dont les fondements ont entraîné l'accaparement des terres ainsi que la brutale séparation,
entre Sud-Africains d'origine européenne et leurs compatriotes non-blancs. 1. Bushmen et Hottentots. En réalité, l'Afrique du Sud, comme l'Afrique australe en général, a été primitivement occupée par les pasteurs Nama et les chasseurs Khoikhoi. Les Européens désignèrent respectivement ces peuples par les appellations de Hottentot et de Bushmen, ou Boshimen qui signifie homme de la brousse. Ces termes sont maintenant plus connus que leur nom authentique. Ce sont deux groupes physiquement et culturellement différents des Noirs, ayant un physique qui rappelle quelque peu le type asiatique et un teint cuivré, intermédiaire entre blanc et noir. On dit que les Bushmen qui ont un teint jaune tirant sur le noir et qui, selon Serge Thion, dominaient l'Afrique entière vers le Paléolithique supérieur, constituent l'une des plus anciennes races vivantes du genre humain. Leurs traces remontent à 50 000 ans. Ils sont considérés comme l'une des dernières énigmes anthropologiques de l'Afrique. Leur taille, typiquement petite, ne dépasse pas 1,50 m. Les hommes de la brousse ont des cheveux ressemblant à des réduits de boules de laine, ce qui est caractéristique de leur race. Les militaires sud-africains blancs affirment qu'ils ont un odorat spécial qui leur permet de détecter, sans autre matériel, les mines les plus dissimulées par l'ennemi. Ils ont laissé des peintures pariétales, bien connues des préhistoriens, et leur dernier peintre n'est mort que vers le milieu du XIXe siècle. Peuple de chasseurs nomades vivant de cueillette, les Bushmen émigrèrent, il y a quelques milliers d'années, de la partie est de l'Afrique centrale vers le sud où ils auraient été précédés par des peuples dits plus primitifs encore. Ceux des temps anciens avaient selon M. Saint-Paul des croyances très simples. Ils vénéraient entre autres le ciel, les étoiles et la lune comme dieux. Leur niveau aussi bien culturel que technique était des plus bas. Il n'existait chez eux aucune division mathématique du temps, pas plus que des saisons ni des distances. De même, aucun vestige d'artisanat n'a pour l'instant été retrouvé sur leurs traces. Quant aux Hottentots, groupe racial qui rappelle le type mongol, on connaît peu de choses sur leur formation. Nous savons toutefois que vers 1000 avant Jésus-Christ, cette population existait déjà en Afrique australe et occupait toute la région occidentale de l'Afrique du Sud actuelle avant d'être refoulée au nord du fleuve Orange. Les Hottentots ont, comme les Bushmen, un teint jaune cuivré, avec toutefois une taille qui tourne autour de 1,60 m, donc un peu plus grande que celle de ces derniers. De même, ils ont les oreilles moins écartées et une tête plus allongée. Peuple d'éleveurs et de chasseurs, toujours en migration à la recherche de pâturage, ils se répartissent en Hottentots du Cap, Hottentots occidentaux, Coronas et Nama. Leurs langues sont caractérisées par la présence de clics spécifiques et d'un système pronominal quelque peu compliqué. Les distinctions entre le singulier et le pluriel d'un côté, puis le masculin et le féminin de l'autre sont régulières. Exemple, Koibe signifie homme, tandis que Koigu veut dire homme, de même Koyes égale femme et Koiti égale femme. En 1652, leur langue se parlait dans toute l'Afrique méridionale au sud de l'Orange et du Vaal. On pense qu'ils sont originaires de la région des Grands Lacs d'Afrique centrale. Leur zone de présence a fortement diminué depuis, et aujourd'hui, on ne les rencontre guère plus que dans la partie méridionale de la Namibie et au nord de l'Orange où il en réside encore quelques 20 000 membres. Les Hottentots sont généralement polygames. Entre les Bushmen et ces derniers, on a relevé une série d'affinités sur les plans linguistiques et culturels. Cela a amené les historiens à rassembler les deux groupes en un seul peuple appelé Khoisan, ce terme étant la combinaison de Khoikhoi et de Sa. Rappelons enfin que c'est par le mot San que les Bushmen appellent les Hottentots. Certains historiens estiment même que les Hottentots seraient issus de mariages mixtes entre les Bushmen et les Amites, qui étaient des peuples de pasteurs originaires de l'Afrique du Nord-Est et ancêtres des populations actuelles de l'Afrique orientale. Lorsque les Noirs arrivèrent dans la région, ils réussirent à cohabiter avec les Khoisan et on ne signale pas d'animosité entre les deux peuples comme en témoigne l'existence de plusieurs mots de leur langue dans celle des Nguni et autres, ce qui est l'expression d'une collaboration et d'une coexistence pacifique antérieure. Les langues hottentotes sont dans une large mesure un mélange entre la langue bushman et celle amite. Pasteurs sédentaires, contrairement aux Bushmen qui sont des chasseurs nomades, les Hottentots anciens avaient une organisation sociale assortie de l'existence de clans et d'un système de chefferie avancé. Ils pratiquaient la fusion du fer et du cuivre, alors que les Bushmen de leur temps ne connaissaient que les instruments de pierre. À l'arrivée des Blancs en Afrique du Sud,
Et après qu'ils eurent présenté leur contact comme étant dicté par le besoin d'approvisionner en viande et en nourriture fraîche les bateaux faisant route vers l'Inde, les Hottentots et Bushmen, qui en 1652 peuplaient donc le sud-ouest de la province du Cap, acceptèrent avec plaisir de leur vendre des troupeaux. Le contact pacifique ne dura que le temps nécessaire pour voir la réalité. Ils furent attaqués par les envahisseurs blancs et alors, ils pouvaient leur dire : « Vous vous êtes installés dans notre pays, vous bâtissez rapidement. Évidemment vous ne le quitterez pas. Vous prenez les meilleurs pâturages, voilà pourquoi nous ne voulons plus vous vendre de bétail. » La réplique fut immédiate et barbare lorsque le bétail n'était pas vendu tout de suite et à vil prix. Chassés au fusil comme des animaux sauvages, Hottentots et Bushmen furent dépossédés de leurs terres et de leur bétail puis réduits à l'esclavage, lorsqu'ils avaient échappé aux balles de l'ennemi, ou avant d'être éliminés d'une manière différente. En 1862, un rapport officiel publié à Capton faisait état du massacre de milliers d'éleurs par les Blancs, et cela dès les débuts de la pénétration de ces derniers sur leurs terres. Le rapport précisait qu'il y eut des moments dans l'opération pendant lesquels une prime avait été accordée pour chaque bushman tué. Aujourd'hui, on ne rencontre guère ces populations que sous forme de rares éléments abandonnés à leurs pratiques ancestrales dans le désert du Kalahari. Combattus et exterminés comme le furent les Indiens d'Amérique, ils ont donc pratiquement disparu et ne jouent plus de rôle apparent dans le drame qui se déroule au pays dont ils furent les vrais premiers occupants. Ce sont les relations entre Noirs et Blancs qui sont aujourd'hui capitales dans la tragédie dont l'Afrique du Sud est le théâtre, et qui retiennent l'attention du monde entier. 2. Les Noirs. C'est à partir du 5e siècle que les Noirs arrivèrent dans la région qui correspond à l'Afrique du Sud actuelle, venant du nord-est et des côtes de l'océan Indien. Ils s'y développèrent aisément, fondant des royaumes et empires dont la puissance et le rayonnement furent connus et demeurent célèbres dans l'histoire des peuples africains. Avant l'influence destructrice de la civilisation prétendue élue, les Noirs de la place avaient une philosophie respectable, des civilisations précises et célèbres. Ils avaient donc une culture de marque et une histoire aussi. N'en déplaise à ceux qui, faute de connaître le récit de leurs faits de grandeur ou qui, par mépris, ou par mauvaise foi, affirment comme Pessalquin que les traditions bantoues sont très vagues et ne contiennent rien sur l'histoire et l'époque de leur migration, leurs combats, leurs croisements, et qui ajoutent que les bantous n'ont pas d'histoire. M. Wilson et R. Masson sont des historiens blancs sud-africains bien connus de par le monde. Dans The Oxford History of South Africa de 1969, tome 1, des origines à 1870, ces chercheurs ont établi que depuis le 5e siècle après Jésus-Christ, soit 12 siècles avant l'arrivée des Hollandais en Afrique du Sud, des peuples Sotos étaient déjà au Transvaal. Les mêmes études ont montré que dès le Xe siècle, les mêmes Sotos habitaient dans la partie nord de l'actuelle province du Cap et qu'au XVIe siècle, d'autres avaient atteint le sud de l'État libre d'Orange. Les populations nguni étaient au Natal et dans le Transkei depuis 1552 alors qu'en 1708, il n'y avait que 1723 colons blancs dans toute l'Afrique du Sud. Ils étaient répartis en 480. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.